Et bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde sur un sujet un petit peu touchy, voilà, hein, un petit peu pénible, mais malheureusement nécessaire. Et pour ce faire, je reçois Alex Nikolavitch et Elodie Serrano. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, hop, Et déjà bonjour. je fais un petit peu n'importe quoi avec ma fenêtre, T'as, pardon, excusez-moi. t'as des Ah, soucis de connexion aussi, hein? Ouais, je pense que tu as la oui, connexion un peu capricieuse. Ça arrive, j'ai Et la connexion un peu capricieuse, que quand c'est bien pénible, évidemment, hein, ça vous vous en doutez. Ah bah oui. c'est pas drôle sinon. Exactement, c'est pas drôle sinon, il faut faire chier que quand... voilà, c'est une question de timing, c'est comme la comédie. Donc voilà. Bon, alors, déjà, on va peut-être poser un petit peu l'ambiance. Bonjour aux gens dans le chat. Je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas, mais en tout cas, je vous le dis. Il y a des gens qui me disent bonjour, donc bonjour les gens du chat. On va poser un petit peu donc les choses parce que peut-être que tout le monde ne vous connaît pas et n'a pas forcément suivi les lives antérieurs. Donc je vais commencer par Elodie parce que les femmes d'abord et puis voilà, tu es en haut de ma liste. Alors chère Elodie, on va peut-être te présenter un petit peu. Donc tu es autrice dans le domaine de l'imaginaire. Et tu écris des romans et des nouvelles, si ma mémoire est bonne, parce que parfois non. Oui, 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 je fais tout. Tu fais tout. Moi, je fais tout. Voilà, incroyable, on adore. Euh, et donc, toi, tu étais euh, édité chez ActuSF. Est-ce que tu as eu d'autres éditeurs qui ont fermé? Euh, mhm. J'ai failli être publiée chez Griffe d'encre dans une anthologie. Donc effectivement, mais ça a été Hmm, de très loin la fermeture de Griffe d'encre. Mais je m'apprêtais à sortir un texte chez Griffe d'encre quand elles ont décidé de fermer aussi. mince. Et puis il y a Armada, qui est une Ouais. situation un peu différente, mais qui est fermée sans être fermée, on va dire. Donc pareil, j'avais une nouvelle chez eux et voilà. Ouais, c'est toujours un petit peu touchy. Et donc, Alex Nikolavitch, qui écrit beaucoup de romans, qui est traducteur, et beaucoup dans l'imaginaire aussi, hein. Et Mhm. Et, en et même je temps, suis j'ai envie aussi de dire, scénariste. oui, Oui, scénariste, tout à fait. Mais scé- j'allais dire aussi scénariste de passionné BD par aussi. scénariste de BD, grand fan de technologie Discord. Ah, tout de suite les coups bas, ça commence bien. Et non, et puis, il faut le dire quand même, champion presque toute catégorie de blagues et de calembours. Voilà, Oh, on me fait des important. réputations, c'est incroyable. Non, voilà. Et donc, chez plusieurs éditeurs, mais donc, entre autres, les moutons électriques, puisque c'est ça dont on va parler aujourd'hui. D'autres expériences, peut-être, que j'ai pas en tête. Bah, j'avais vécu la semi-faillite des humanoïdes associés il y a 15 ans. Alors ils s'en Oula, sont ah oui. relevés, mais bon, ça a été un peu compliqué derrière. Des boîtes qu'on fermait ou qu'on changeait un petit peu, enfin, ou qui se sont un peu contractées. Il y avait eu Semic il y a C'est là, un peu Mick. plus d'une Oh là vingtaine là, oui. d'années. Mhm. Donc où là j'étais scénariste et j'ai pas, enfin il y a eu il y avait des cas particuliers là sur les droits, sur les trucs que je faisais chez eux. Et globalement, mais le coup le plus dur, oui, c'est la faillite des moutons électriques. Là, j'avais 10 bouquins chez eux, donc 7 Mhm. romans et 3 essais. Ouais, non, Et c'est là c'est où ça violent. pique un peu, quoi. Ouais. Donc, Ça Semic, pour ceux commence à qui faire une belle collection. ouais. Semic, pour ceux qui connaissaient pas, c'était une maison d'édition de comics français. Voilà, bah, c'était les héritiers de Lug, qui avait publié Strange dans les années 70-80, donc qui était l'éditeur historique de Marvel, qui faisait aussi beaucoup de pockets avec du matériel italien, donc du Tex Willer, du Martin Mystère, des choses comme ça. Et j'ai fait pas mal d'histoires à ce format-là.
Hmm. Et chez eux, j'avais en coédition fait un album de Spawn, donc un super-héros américain qu'on avait coédité avec l'éditeur américain. Et là, forcément, au niveau droit, c'est un foutoir intergalactique. Ouais, en plus. Il y a Crazy qui te demande si t'avais pas été chez Walrus. Non, du tout. Ben voilà, non du tout. On peut pas être partout. On peut pas être partout, d'accord? Même quand on est Alex Nikolavitch, ok? Bon, voilà. Ha, ha, ha. Ben non, mais voilà, il faut laisser un peu de place aux autres. Et tu as la décence de le faire, et ça c'est très gentil. Merci, nous t'en remercions, Alex. Ben, j'ai juste des journées qui font que 24 heures en fait. Voilà, c'est là que ça pêche, on est d'accord. Exactement. Ah pardon, tu penses que c'était une question pour Elodie. C'est une question pour Elodie. Est-ce que t'as été chez Walrus? Non, 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 Eh non, ben non non non, plus. non, pas Ben moi. voilà. Voilà. C'est pas faute de leur avoir proposé quelque chose, mais Eh ben c'est voilà. peut-être pas leur Écoute, goût. ils ont été punis, si Et on du peut coup, dire. c'est pas plus mal, ça m'a évité d'être chez eux quand ils ont fermé, effectivement. C'est ça, bah oui, oui, c'est vrai que je t'avouerai que moi aussi, Toujours quand voir j'ai le eu... côté positif. C'est ça, voir le côté positif. Moi, quand je me suis dit, tiens, j'aurais bien soumis à un tel, et puis bon, 1 an, 2 ans après, tu les vois fermer, tu fais, ah bon, ah bah tant pis, dommage. C'est vrai que, voilà. Et en même temps, tant pis, dommage, parce que bon, on préférerait voir les éditeurs avoir du succès, hein. Ça, c'est, voilà. Euh, Clairement, quand on bosse avec eux. et encore plus quand on bosse avec eux, hein, oui, clairement. Euh, je vais peut-être commencer par toi, Elodie, parce que du coup, c'est une expérience qu'on a eue en commun et c'est chronologiquement la plus ancienne, mais je pense que la situation est la même pour Alex, parce que je pense qu'on a les mêmes problèmes en fait, hein, quel que soit l'éditeur, mais du coup, juste que je pense que ça s'est Puis il y a pas eu les passé mêmes de la même causes. manière. Il y a eu les Il y a eu les mêmes causes sur le fond, ouais, on pourra en reparler. Oui, je pense qu'il y a des causes communes. Je pense qu'il y a des causes communes, même si effectivement on refera pas l'histoire en discutant de pourquoi les maisons d'édition ont fermé, hein. Euh, la seule chose qui a changé avec ActuSF, c'est que du coup il y a eu repreneur et que ça a réouvert. Et je crois pas que ce soit quelque chose de discuté pour les moutons. En tout cas, je suis pas au courant si c'est le cas. Alors, ça a été discuté, mais ça ne s'est pas fait. Ah, d'accord, ok. Parce que voilà, il y a ça aussi, mais quand la fermeture d'ActuSF nous a été annoncée, ce qui nous a quand même été annoncé avant l'annonce publique, je ne sais pas si c'était le cas pour les moutons, est-ce qu'on vous l'a annoncé avant? Moi, je savais, oui, j'avais eu des discussions avec eux. Enfin, globalement, alors je sais pas pour les autres auteurs, mais globalement, en interne, ça a communiqué à ce sujet-là. D'accord, parce que je trouve que c'est aussi une forme de respect pour les auteurs que de ne pas attendre que ce soit comme ça euh, annoncé dans les médias, sur Internet, voire sur Twitter. Euh, avant de l'avoir annoncé je sais pas si on peut dire équipe, mais en tout cas aux auteurs de l'entreprise, quoi. Parce que c'est quand même un minimum de respect, il m'a semblé. Enfin, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai trouvé que c'était super important quand même d'être au courant en amont. Oui, ça aurait été bien d'avoir plus d'informations, effectivement. Ouais, ça. D'avoir plus d'informations en amont, notamment une information qui n'a jamais été donnée aux auteurs et aux autrices et qui a quand même causé pas mal de soucis dans la situation d'ActuSF, c'est que avant d'être mis en liquidation judiciaire, ActuSF était rentré en procédure de sauvegarde en Mm, février de la même année, mm, ce qui n'a pas été communiqué aux auteurs, même c'est vrai. plutôt essayé d'être gardé secret. Et quand la liquidation judiciaire a été prononcée, ça a posé des soucis parce que les auteurs, les autrices qui ont voulu se porter créanciers, on leur a répondu, bah oui, mais vous êtes hors délai parce que le délai il commençait quand l'entreprise est rentrée en procédure de sauvegarde. Exact, oui. Voilà. Donc c'est une absence de communication, je pense que ActuSF a faite parce qu'ils avaient peur des conséquences s'ils communiquaient sur la procédure de sauvegarde, mais du coup qui a impacté
les auteurs négativement en fait et qui leur a causé des soucis. Je crois qu'il y a eu besoin de beaucoup d'argumenter. Je ne sais pas si tout le monde a réussi à positionner que ils ne pouvaient pas se porter créanciers sans être au courant. Parce que je ne pense pas que les auteurs passent leur vie à surveiller les journaux officiels pour voir si leur maison Non. d'édition est soudain déclarée en difficulté financière. Enfin, en tout cas, moi, non. Alex, je sais pas, mais moi, non. Voilà, Bah donc là, moi, je suis ça un petit peu parce que pour les moutons, le liquidateur n'a pas encore été nommé. Effectivement, faut être très rapide dans ce cas-là. Donc, je surveille. Il y a des, euh, des sites d'infos sur les entreprises qui permettent de savoir s'il y a un liquidateur de nommé. Donc, mais si on n'est pas au courant qu'il y a un problème, effectivement, on peut pas. Bah oui. Sur les moutons, ça fait. Euh, alors, je sais pas si je trahis des secrets, mais en juillet, je savais qu'il y avait de sérieux problèmes. Ils ont fait des tentatives la dernière chance avec des crowdfunding et tout ça, mais c'était pas suffisant. Et en septembre, on savait que de toute façon, c'était une question de mois. S'il y avait pas, si le repreneur, s'ils n'arrivaient pas à s'arranger avec le repreneur, on savait que c'était mort. Donc là, à partir de là, j'ai commencé à ouvrir un peu enfin à traîner un petit peu pour voir comment ça se passait. Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire que si tu sais pas qu'il y a un problème, t'es pas sur le qui-vive. T'es pas tous les matins en train de te dire ah, au fait, tiens, je vais checker si ma maison d'édition ferme pas, effectivement. Quelle horreur. oui, si t'es pas au courant que la maison est en difficulté financière, ce que je pense que la plupart des éditeurs ne parlent pas forcément de leur compte en détail avec leurs auteurs, leurs autrices, Ah, bah, ça, ce c'est que je clair. leur reproche absolument pas, hein. Les auteurs et les autrices n'ont pas forcément vocation à être informés en détail de ce genre de choses, mais du coup, t'as pas de raison particulièrement d'être sur le qui-vive et de regarder régulièrement si ta maison d'édition, elle est pas soudain en difficulté financière sans qu'on te le dise. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, la communication, je pense que c'est vraiment important parce que c'est une période qui est stressante pour bien évidemment les éditeurs qui sont en train de fermer leur maison. J'imagine bien que ça les amuse pas particulièrement, mais qui est aussi extrêmement stressante pour tous les auteurs et les autrices qui sont un peu dans l'expectative de se demander qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va arriver à leur texte, qu'est-ce qui va arriver à leur contrat, est-ce qu'il va y avoir un repreneur ou pas, et s'il y a un repreneur, qui ça va être, et puis c'est une communication, une absence de communication qui est aussi importante aussi en termes d'augure pour la suite, hein, parce que quand on a un repreneur, ici la communication de ce repreneur, elle est vachement importante pour savoir comment derrière il va vouloir travailler et communiquer avec les futurs auteurs et autrices, parce qu'il y a quand même une situation où les auteurs, les autrices, ils doivent décider s'ils veulent continuer à bosser avec le repreneur ou pas, et Mm. ils vont utiliser toutes les informations à leur disposition pour décider si oui ou non ça leur paraît pertinent, quoi. Donc, et clairement, la communication, ça en fait partie. Je pense C'est que ça fait surtout. partie des points Ouais, c'est faibles surtout de beaucoup de maisons que d'édition. il m'a semblé, j'ai pas fait partie de toutes les discussions, mais il m'a semblé qu'il n'y a pas eu spécialement de discussion de la part du repreneur vers les auteurs. Ça, je l'ai pas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu arriver. Or, Moi, ça aurait été important, à mon avis. Ah oui, 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 moi, il a jamais, le repreneur, jamais eu de message de sa part. Moi non plus, hein, je veux dire, Voilà. on a reçu, alors je pense que là-dessus on a tous été traités de la même manière, c'est qu'on a reçu un communiqué pour nous dire, au fait voilà, on va fermer, bisous, je, je simplifie, hein. Euh, et avec ça, il y avait un papier disant, bon bah voilà, tu récupères tes droits, bisous. Donc, ok, mais ça aussi, bon, je sais pas, est-ce que ça c'est quelque chose qui s'est passé de la même manière pour les moutons? Bah, les moutons, on n'a pas encore reçu de papier officiel. Alors, en tout cas, Ah, moi, j'en ai pas reçu étrange, parce que ok. la liquidation est pas officiellement prononcée pour l'instant. Donc, on Oui, sait qu'il Oui, c'est en cours, c'est ok. imminent, c'est en cours, c'est imminent, mais après, voilà, donc il y a des choses un peu officieuses, mais qui sont, par exemple, moi, c'est la question que j'ai posée assez rapidement sur sur comment ça se passerait au niveau de la récupération de mes droits Oui, sur les bouquins. Et pour l'instant, c'est assez transparent.
je dois pouvoir tout récupérer, mais c'est pas encore fait, donc je peux pas encore démarcher. C'est Je ça. pourrais démarcher officieusement avec des éditeurs, mais pour Ouais. l'instant, je me sens pas forcément bien de le faire, alors que j'ai pas de, pardon, j'ai pas de papier officiel à ce niveau-là, quoi, ce qui est quand même important. Mais là, voilà, pour le coup, je suis complètement dans l'expectative. Oui. Ouais. Je suis pas sûre qu'on ait jamais eu vraiment de papier officiel pour ActuSF parce que la communication à laquelle tu réfères, Céline, a été faite bien en amont Elle a du été faite dépôt en amont. officiel de liquidation Exact. judiciaire. C'était une démarche de l'éditeur qui voulait aider les auteurs, les autrices en leur rendant leurs droits avant que Ouais. ça rentre dans ce maelstrom de la liquidation judiciaire. Et c'est quelque chose qu'en fait, il n'avait pas le droit de faire. Donc, on nous a aussi informé plus tard dans l'été que Super. ces papiers n'étaient pas légalement valables et qu'il faudrait qu'on attende la La liquidation liquidation. officielle. Après, c'est ça. Après, d'après les contrats, hein, la liquidation judiciaire d'une maison d'édition Met met fin au fin au contrat, mais contrat. il faut que la liquidation soit prononcée. Et oui. C'est ça. Et après, ce qui se passe, c'est s'il y a un repreneur, parce que même si les moutons, ils n'ont pas réussi à trouver un repreneur en amont, je ne sais pas si ça empêche quand même des repreneurs de se présenter une fois que la liquidation sera prononcée. Alors peut-être juste pour acheter les stocks ou ce genre de choses. Mais du coup, les auteurs ne sont pas engagés envers ce repreneur. Et si le repreneur veut récupérer les droits, en fait, il faut re-signer des contrats avec les auteurs, les autrices. Donc les personnes qui ont continué à travailler avec ActuSF, normalement, ont re-signé des contrats pour dire bah, je continue à travailler selon les mêmes conditions ou des nouvelles conditions. Bon, ça, c'est les négociations individuelles de tout un chacun, hein, mais Ouais. les contrats ont dû être signés avec le repreneur, hein. C'est comme ça que. Et moi, j'ai jamais eu de papier officiel parce qu'en fait, il y a eu la liquidation. J'ai quand même demandé par mail à l'éditeur de dire est-ce que tu me confirmes que du coup, j'ai bien récupéré mes droits Enfin, c'est vrai que j'aurais préféré avoir un papier officiel et j'ai jamais rien eu, mais dans l'absolu, en fait. La liquidation a mis fin à mon contrat. Moi, j'ai rien Ouais. signé Ouais. pour De continuer à fait. travailler avec le repreneur, donc mes droits me sont revenus en fait et je fais ce que je veux avec. Ouais. La liquidation judiciaire est quand même suffisamment publique pour que ce soit pas compliqué Oui. à prouver. Mais il faut que la liquidation, comme Alex dit, il faut que la liquidation soit prononcée. Donc dans le cas des moutons, pour l'instant, tant que la liquidation n'est pas prononcée, ben, les auteurs ils sont dans cet entre-deux où ils attendent de voir, ils attendent d'être libres de leurs droits et puis Ouais. potentiellement peut-être de voir si un repreneur miraculeux qui débarque dans l'intervalle, hein, parce que racheter une maison d'édition qui essaie de faire au mieux et racheter une maison d'édition en liquidation judiciaire qui va être un peu plus aux abois, il y aura peut-être des gens plus intéressés dans le second cas. C'est aussi pour ça que les liquidations, c'est quelque chose qui peut préoccuper parce qu'on se demande toujours, oui, mais alors s'il y a un repreneur, qui va être ce repreneur et quelle Ouais. intention il va avoir envers le catalogue, les auteurs et tout y quanti. Oui, parce qu'il Ce peut qui fait décider de nombreuses choses. de pas garder une partie du catalogue. C'est bien ça le truc. Oui, oui, C'est ben, que il fait ce qu'il veut comme les après. contrats sont nuls et non avenus en fait avec la liquidation, ils peuvent bien décider de continuer à bosser avec qui ils veulent. Mm. Donc même s'il y a un repreneur, on ne peut pas être sûr à 100% qu'il va vouloir reprendre notre bouquin ou pas. Et puis bah, nous non plus, on n'est pas sûr à 100% d'avoir envie de travailler avec ce repreneur Tout à aussi, hein. fait. Donc Tout c'est à une fait. situation qui est pas idéale parce que tout le monde attend de savoir ce qui va se passer pour décider de la suite. Mais je sais que effectivement, moi j'ai attendu un long moment de savoir qui était le repreneur et avant de décider moi ce que je voulais faire pour la suite. Et je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient dans cette situation d'attendre de voir ce qui se donnait pour re-signer, pas re-signer, de voir comment les choses se passaient. Enfin, ça crée une Après, expectative qui dure plusieurs mois, qui est agréable vraiment pour personne, hein, ça c'est sûr. oui, mais même pour ceux ou celles qui ont décidé, parce qu'il y en a eu quasiment dès le départ de ne pas re-signer, c'était pas évident non plus parce que du coup, ils, ils étaient de suite dans une démarche où effectivement ils voulaient aller voir ailleurs, mais ils étaient un peu coincés aussi. Ils devaient Mm, attendre. mm. Donc voilà, c'est un stress déjà parce que tu te dis. Moi je sais que j'ai vécu. Moi ça a été un choc. Vraiment, je j'étais triste parce que je me disais mince, crotte flûte, c'est mon seul éditeur papier, hein, voilà. Et je me disais bon, je sais que ce que j'écris est trop bizarre et que je pourrais le caler nulle part ailleurs en fait. Donc je me disais bon bah voilà, écoute, tant pis, c'est mort, c'est dead. Voilà, tristesse, tristesse. Pour moi, sur un plan personnel, hein, au-delà
de la tristesse pour la maison d'édition, hein, tristesse pour moi perso. Bonjour Seb. Et je pense qu'il y a ça aussi, il y a quand même un moment extrêmement émotionnel, personnel dans cette expérience-là, parce que tout le travail qu'on avait fait pour écrire ce livre, pour le placer, pour le vendre, pour le signer, pour le retravailler, nanana, ben, d'une certaine manière disparaît, quoi. Enfin, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais je sais que moi, tristesse, perso. Hmm. Alors, je pense que c'est aussi une question de combien de bouquins. Enfin, c'est que moi, Ouais. j'ai pour l'instant pas encore publié 2 fois chez le même éditeur. Ce qui fait que quand j'en ai un qui tombe, bah, j'ai les autres qui sont encore debout. Par contre, moi, Ouf. ce que j'ai eu de très très fun cette année-là, c'est que la même année, et dans les mêmes timings, j'ai un autre de mes bouquins dont l'éditrice a décidé d'arrêter l'exploitation et de me rendre les droits. Donc c'était un peu le combo de l'année. Ouais. Mes deux romans, mes deux plus gros bouquins, mes deux Les plus baleines vendus, plus célestes, non? visibles, ouais, les baleines Ouais. célestes qui allaient prendre fin. Après, c'est vrai que moi, Q à point, il a pris de plein fouet le Covid. Mm. Donc, c'était le parcours de vie pour moi de Q à point était très compliqué parce que ça a été fait de beaucoup de désillusions parce que ben, j'étais invitée à des salons, j'avais des choses qui se préparaient et rien, absolument rien n'a eu lieu. Et du coup, ben, ça a été un peu. Moi, je voulais absolument bosser avec ActuSF, donc j'étais ravie de publier chez ActuSF. Mm. J'espérais que ça allait m'apporter pas mal de choses en termes de carrière qui n'ont pas eu lieu à cause du Covid. Et après, en soi, le bouquin en lui-même, ça m'a il avait fini enfin, il avait capoté sa vie éditoriale, on va dire, donc c'était juste le clou sur le cercueil en fait, hein, de la vie éditoriale du bouquin qui était déjà qui était déjà vivotante, hein. Non, ça fait mal quand J'avais même, quoi. beaucoup de droits. Mm. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec ça, c'était la fin de la possibilité de le relancer en écrivant une suite qui m'a été refusée pas longtemps avant que Ouais. l'entreprise soit mise en procédure de Ah. sauvegarde. Donc je pense qu'il y a un timing qui est intéressant là-dessus. Mais, euh, mais du coup, il n'y aura jamais de. Enfin, là, en l'état, j'ai certainement pas le courage de me battre pour republier Q à point pour que la suite existe parce que bah, j'ai d'autres projets et puis qu'on avance. Mais voilà, puis j'ai d'autres amis autoristes qui étaient publiés uniquement chez ActuSF ou qui avaient publié juste leur premier bouquin et qui avaient un début de carrière qui commençait à décoller et pour qui ça a été extrêmement violent aussi, quoi, parce que bah, Ouais. du coup, du jour au lendemain, ils avaient plus rien, ils avaient des invitations au salon, mais plus de bouquins à amener avec eux. Enfin, Ouais, c'est compliqué. il y a eu une période un peu surréaliste, effectivement, et je sais pas quelle est la situation d'Alex par rapport à ça, parce que toi qui es souvent invité en salon et tout, c'est presque un peu pareil, t'es invité à des trucs, et puis il y a peut-être des titres que tu peux pas avoir avec toi. Bah, j'ai un salon en mars où la libraire a voulu prendre les devants et elle peut déjà pas tout avoir. Alors là, j'attends des nouvelles pour savoir ce qu'elle a pu avoir de façon effective. Moi, j'avais réussi à récupérer un tout petit fond de stock sur certains titres, donc je pourrais en amener un peu, mais enfin, c'est un reliquat, quoi. C'est vraiment 3 fois rien. Donc oui, ça c'est un problème pour les salons à venir. Là, comme je disais, j'en ai un au mois de mars où je ne sais pas du tout ce qu'on pourra avoir. Donc heureusement que j'ai quelques bouquins ailleurs, donc je ne serai pas tout nu. Mais il y a certains titres, je sais que de toute façon, je les aurai pas. Enfin, Et ça, c'est un vrai souci. Donc Ouais. heureusement que je suis chez plusieurs éditeurs, ça aide, mais c'est quand même extrêmement frustrant. Bah oui, surtout que là, bah, tu disais, c'est 7 titres. chez les moutons, on peut donner un exemple qui va être très intéressant, qui est que Plume des Cerfs, qui est le coup de cœur des Imaginales de cette année, dont le seul bouquin était Nous sommes la poussière, qui était paru chez les moutons l'année dernière ou l'année d'avant. Hmm. Voilà. Ah bah oui, là, ils pourront pas l'avoir. Oh là Au mois de mai, là. là, ce sera mort, oui, c'est clair. Je crois qu'ils ont réussi à mettre la main sur quelques exemplaires, mais loin d'être assez pour un salon comme les Imaginales et loin, très Hmm. loin d'être assez pour une autrice qui sera le coup de cœur du festival. Oh là là. Donc Oh, j'espère c'est qu'ils lui ont moche, quoi. proposé de participer à l'anthologie, qu'elle aurait l'anthologie devant elle aussi, parce que Oui. sinon ça va être compliqué. Et c'est dommage parce que c'est un très très beau livre en plus. Oh là là, comment ça doit être au-delà de Mais frustrant, j'imagine même pas, quoi.
C'est... Mm, mm, mm. Et ça, c'est à la fois un sentiment qui est extrêmement frustrant pour l'auteur, enfin l'autrice, et les lecteurs qui, du coup, bah, en fait, ils veulent lire le truc, puis ils peuvent pas, quoi. C'est... Mais Ah bah, je crois qu'ActuSF de leur côté, il me semble me souvenir, si je dis pas de bêtises, ils n'avaient pas fait une période un peu solderie avant que ça soit Si, officiellement lancé en liquidation judiciaire avec leur stock personnel. Je crois qu'il y avait pas mal de gens qui avaient acheté. Moi, je sais que j'en avais profité pour acheter un bouquin dont j'avais le tome 1 et j'attendais de l'avoir lu pour acheter le tome 2. Et je me suis dit, si j'attends, j'aurai peut-être jamais le tome 2, donc il faut que je le prenne maintenant. il y a plusieurs éditeurs qui ont bah, fait ça. Il y a un éditeur... Attends. J'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'était... Peut-être Noir d'Absinthe qui a fait ça aussi. Exactement. C'était Noir d'Absinthe qui, quand ils ont fermé, ils ont vendu, ils ont fait un prix pour l'intégralité de leur catalogue. Et c'est comme ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Griff d'encre à leur époque aussi avait fait ça, ils avaient soldé tout leur. Bon, après Griff d'encre, elles fermaient pas parce qu'elles étaient en difficulté financière. Pour le coup, c'est juste parce qu'elles avaient plus l'énergie de gérer la maison d'édition qui leur demandait beaucoup de temps, que c'était complexe. Mais pareil, elles ont fait une grosse solderie entre guillemets de leur catalogue. C'est comme ça que j'ai quasiment tout le catalogue de Griff d'encre chez moi d'ailleurs. Mais voilà, après, il faut pouvoir l'anticiper, ça, hein. Donc, selon les stratégies et les réflexions au sein de la maison d'édition, bah, voilà, s'ils se laissent un peu prendre par surprise aussi, bah, Sans compter que, et le ben, problème, c'est que quand c'est soldé, la plupart du temps, les contrats prévoient rien pour les auteurs. Donc ouais, ça permet au bouquin d'exister, mais c'est aussi frustrant par ce bout-là, quoi. oui, tout à fait. Et ça, enfin, ça fait partie des nombreuses questions financières que se posent les auteurs à ce moment-là, j'imagine, parce que comment, je, je sais pas trop comment ça se passe, si tu veux, les ventes entre le moment où on te dit ben voilà, on va potentiellement fermer, voilà ce qui se passe, et le moment de la liquidation, parce que quand tu commences une procédure de ce genre, c'est plus l'entreprise qui a la main, c'est la société de liquidation qui gère tout, Mm. qui a toutes les finances sous son contrôle. Et du coup, je sais pas du tout comment se passe la gestion des ventes dans ce cas-là, parce que je sais par expérience que quand t'es employé à ce moment-là, déjà il y a un moment de vide hein, pendant lequel ben, potentiellement t'es plus payé, et puis un moment où ben, quand ça recommence, c'est la société qui gère donc la mince, Liquidation. la liquidation, merci, qui te fait tes fiches de paye et qui te paye et blablabla. Mais bon, bah, on sait que les droits d'auteur, c'est quand même un petit peu bizarre et spécial et tout. Et je sais pas du tout comment ça se passe, comment la gestion des ventes qui ont lieu dans cette période-là se déroule. Je n'en ai pas la moindre idée, quoi. Alors, c'est assez simple. Là, la suite à la main, s'il y a encore du stock chez le distributeur et que le distributeur sert encore les librairies, c'est abondé au compte du distributeur. Et donc, à ce qui doit en fin d'exploitation à l'éditeur. Sachant que l'éditeur doit souvent aussi des sous au distributeur pour d'autres trucs, Mm, et ça s'équilibre comme ça, mais c'est abondé à la liquidation. S'il y a un ouais, trésor de guerre chez le distributeur, il rentre dans la liquidation. Sauf que les auteurs, dans ces cas-là, sont le dernier créancier. C'est-à-dire que exact. t'as l'imprimeur, etc., à qui l'éditeur peut devoir de l'argent, qui se servira en premier, les salariés, et ensuite seulement les prestataires, enfin là, les auteurs sont dans ces cas-là considérés comme des prestataires extérieurs. Enfin, l'État, c'est l'État en De ce que premier, je hein. comprends de Avant, mécanique. Oui, l'État en avant premier, oui, l'imprimeur, c'est l'État. TVA, URSSAF et tout Exact. quanti, oui. Ouais, ouais. Donc après, effectivement, déjà, quand t'es employé, et t'es bien content quand tu touches quelque chose parce que t'es jamais sûr de pouvoir être payé. Ça c'est voilà. Mm. Mais effectivement, ouais, je pense que les auteurs là, c'est la dernière roue du carrosse. Je vous parle même pas des Ah potentiels, bah je sais c'est pas, les... des illustrateurs et des coloristes et des maquettistes et je sais pas quoi. Bah Ah ça, bah, s'ils n'ont pas été payés sur le moment, ça peut devenir très très chaud aussi parce qu'ils Ouais. sont à peu près dans le même bracket que les auteurs. Mm.
il faut faut qu'il y ait de l'argent, hein. De toute façon, il y a pas de débat. Faut que le liquidateur il trouve de l'argent dans les comptes pour équilibrer. Mais oui, je pense que ce qui est vendu avant que la liquidation soit déclarée, ben, ça rentre dans les comptes finaux, on va dire. Donc en théorie, ça fait des droits pour les auteurs selon le montant En auquel c'est théorie. vendu. Mais bon, si l'éditeur il doit déjà de l'argent à l'auteur, quelques sous de plus ou de moins, ça changera pas grand-chose, hein, ça partira en créance. Et du Et coup, par contre, tout ce c'est... qui est vendu après, quand ça part en solderie derrière, Ouais, ça part à des sommes qui sont ridiculement basses et ouais, on C'est touche qui rien. nada. voilà. Là, de toute façon, les auteurs touchent rien là-dessus, ou enfin, les auteurs touchent pas là-dessus normalement. Ce que Non, j'ai parce pas que c'est compris, revendu à des. ce que j'ai pas compris, et je sais pas du tout comment ça va se passer pour les moutons, hein, mais ce qui j'ai pas forcément compris, je sais pas comment ça s'est passé, mais il me semble que normalement, on est censé pouvoir racheter ce qui part au pilon en tant qu'auteur. Alors oui, oui, mais ça c'est avec le liquidateur. Et effectivement, c'est avant même de racheter, il y a moyen en théorie s'il y avait une dette de l'éditeur envers l'auteur, on peut éventuellement se la faire régler en nature. Mais Oui, ça dépend du liquidateur. oui, Et ça, c'est effectivement sur certains titres, peut-être que c'est ce que je vais envisager. ouais. Parce qu'ils ne seront pas plaçables. J'ai des choses qui sont peut-être plaçables ailleurs à moyen terme, mais d'autres où ça devient très. Ouais, ça tombe bien que tu parles de Après, ça parce que ça, c'est l'étape. D'après. Oui, pardon, tu voulais dire, Elodie? alors après, du coup, d'après les contrats, hein, de toute façon, l'auteur, l'autrice a un droit de préemption, c'est-à-dire que ça parte en solderie ou en pilon. Parce que ce sont les deux options, hein, pour les bouquins, c'est soit le pilon, soit la solderie. Ça, on n'a pas le droit de regard là-dessus en tant qu'auteur-autrice. Donc, même si on voudrait pas que ça parte en solderie, bah, ça partira en solderie si c'est ce qui fonctionne le mieux pour les personnes décisionnaires à ce moment-là. Voilà, la situation d'ActiveCF est un peu atypique parce que comme il y a eu un racheteur qui a prolongé Jérôme Vincent la gestion de la maison d'édition, au final c'est Jérôme qui a géré aussi cette partie-là parce que ben, c'était lui qui était avec l'équipe du racheteur. Donc ça crée un petit flou ce qui s'est passé avec l'ActiveCF pour savoir qui doit faire quoi dans une situation où il n'y a pas de racheteur. Mais du coup, l'auteur, il a un droit de dire ben, à racheter les exemplaires préférentiellement plutôt que ça parte au pilon ou en solderie à un prix qui ne peut pas être supérieur à ce qui va être vendu, à ce qui serait vendu en solderie. Mm. Alors après, comme dit mon camarade, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger pour que ce rachat vienne en compensation des dettes de l'éditeur et du coup, bah, nous, de rien sortir de la poche et d'utiliser les dettes de l'éditeur pour acheter le bouquin. Encore faut-il que l'éditeur ait des dettes, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément des gros droits d'auteur à réclamer. Ouais. Mais c'est une option, hein, pour ActuSF. On a eu des offres, hein, de rachat. Euh, dans dans les prix légaux, hein, pratiqués, on a eu des offres de rachat. Je pense que certains auteurs-autrices ont racheté les exemplaires et une fois qu'ils sont rachetés, ils peuvent les vendre pour eux-mêmes. Moi, j'ai pas voulu, donc je sais que mon bouquin est parti en solderie. Je sais que mon bouquin est parti en solderie. Normalement, on est censé être informé du devenir des livres, mais Ah oui. je l'ai découvert parce qu'une camarade qui bosse en solderie avait fait une story sur le fait qu'elle avait reçu des bouquins ActuSF et j'ai vu le mien dans la pile. Donc voilà, petit couac de communication. Ouais, Mais mais ça. Alors, les trucs sur. Au fait, ça, on était censé être au courant. Je pense qu'on aurait aussi beaucoup de choses à dire sur qui envoie et n'envoie pas les relevés de droits d'auteur. Hein, voilà, déjà. Déjà. Ok. Ou alors qu'ils les envoient parce que tu les as harcelés avec insistance pour C'est les avoir. ça. Voilà. Mais bon, allez, autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on est censé savoir. On est censé recevoir. On est censé être au courant. Mais on ne l'est pas, quoi. Et ça aussi, c'est frustrant. C'est frustrant parce que dans une situation où, alors je le comprends potentiellement, tout le monde est en stress dans cette situation-là, quoi. Elle est agréable pour absolument personne, à part peut-être le liquidateur, qui lui se fait des thunes, hein, c'est son métier. Oui, Euh, il se fait harceler par tous les gens stressés aussi, le liquidateur, donc je suis pas sûre c'est vrai, il apprécie beaucoup non plus. c'est vrai, mais bon, en même temps, lui, il se fait harceler, mais ça lui rapporte de la thune. Il y a une compensation. Là, sinon, tous les autres, bon, bah, potentiellement, ils sont perdants, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est drôle, ni pour les auteurs, ni pour
les éditeurs, ni pour les lecteurs, qui du coup potentiellement perdent l'accès aux livres qu'ils auraient voulu lire. Déjà ça les fait chier aussi. Mm, mm. Mais oui, t'as raison, quand j'ai dit on devrait être au courant, moi je savais même pas qu'on était censé être au courant de ça. Oui, de toute façon, ça fait jamais de mal de. C'est des choses qu'on lit pas assez bien nos contrats quand on les signe. Il faudrait mieux les lire. Mais ça fait jamais de mal de remonter. De toute façon, ça c'est un conseil pour n'importe quel auteur, autrice qui se retrouve confronté à ce genre de situation avec son éditeur ou même dans d'autres domaines hein, comme le journalisme, de ne pas hésiter à vous référer à vos contrats, de vous référer à vos aux associations, aux syndicats d'auteurs d'autrices. La Ligue des auteurs peut être très aidante. Oui, La charte des auteurs aux autrices jeunesse aussi, pour les auteurs et autrices qui sont adhérents à la charte. Ils ont des services juridiques, ils ont des soutiens juridiques, ils ont des très bons conseils. Et puis surtout, quand c'est une maison d'édition, pas hésiter à vous parler entre auteurs, autrices de la tout à maison fait. d'édition, particulièrement si les éditeurs sont pas au top de la communication, parce que Mm, des fois, ça permet de croiser un peu les informations qu'on a tout à reçues, fait. puis à la fin, on arrive à avoir une quantité d'informations à peu près cohérente et correcte. Oui, d'ailleurs, Voilà, non, mais vraiment, pas rester dans son coin. C'est c'est important. ça. Et puis après, lire son contrat, c'est une chose. Lire son contrat, c'est une chose. Je pense qu'on sait tous aussi qu'entre le lire et le comprendre, et puis retenir aussi tout ce qu'il y a dedans, c'est deux choses différentes. Parce C'est pour ça que, qu'on l'a sous le coude pour le relire. oui, voilà, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à s'y référer plus tard. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ressortir un contrat pour relire et m'assurer de ce qu'il y avait dedans. Parce que voilà. Mais il y a parfois des Il y a choses une, qu'on ne comprend pas. Et puis il y a parfois des il y a choses une qui y sont clause. pas. Il y a une clause sur les liquidations judiciaires. Alors, je ne sais pas si c'est une clause que tous les éditeurs mettent, mais en tout cas, moi, j'ai regardé mon contrat avec USF récemment pour conseiller et notoriser des moutons, disant, je lui dis, moi, dans mon contrat, vérifie le tien, mais moi, dans mon contrat, j'ai une clause qui parle un petit peu de ce qui se passe en cas de liquidation judiciaire. C'est pas une clause longue comme le bras. Puis ça peut être croisé aussi avec les dispositions qu'on peut avoir en cas d'arrêt d'exploitation, hein. Oui, Mais j'avais une clause qui parlait de liquidation judiciaire, donc il ne faut pas hésiter à vous référer à vos contrats, vérifier ce qui est écrit dans les contrats, parce que pour le coup, le contrat, c'est opposable, hein, donc après, s'il y a besoin de rentrer au conflit, entre guillemets, avec l'éditeur parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe, c'est une bonne base hein, de se référer au contrat qui a été oui. signé par les deux parties et que les deux parties ont décidé que c'est OK, on va faire comme ça, hein. Faut pas... Oui, parce que l'idée d'un C'est contrat, ce que c'est de faire plaisir aux deux parties, pas qu'à une. c'est ce que j'ai fait récemment avec un contrat pour un bouquin qui était plus exploité depuis assez longtemps et où là j'ai pu récupérer les droits. Il y avait eu des discussions informelles qui s'étaient pas très bien passées. À un moment, j'ai ressorti le contrat, j'ai fait un courrier officiel AR, enfin Ouais, recommandé AR, en disant voilà, les termes du contrat c'est ça, donc de toute façon, même les discussions informelles qui avaient eu lieu il y a 4-5 ans étaient nulles et non avenues, ouais, puisque j'aurais dû déjà récupérer, il y a même plus longtemps que ça, les droits du les bouquin. droits. Oui, d'ailleurs, On n'est pas assez procédurier en fait. Les artistes auteurs, ils sont pas assez procéduriers. On c'est mériterait des souvent. fois d'être un chouïa plus Et des fois il procédurier. faut, hein. Ouais. Les éditeurs Surtout en profitent que parfois. Oui, il y a souvent dans beaucoup de contrats d'édition, il y a beaucoup de clauses de type si on n'a pas eu de relevé de droit pendant 2 ans d'affilée, les contrats annulent. Mais exact. souvent, ça inclut la disposition qu'il faut les avoir réclamés ces relevés Mm. et sans réponse de l'éditeur pour pouvoir faire jouer ça. Donc, si vous avez un éditeur qui est pas très bon pour faire vos relevés, et puis que vous dites, bon, de toute façon, ça représente rien les droits, je laisse tomber, je lui cours pas derrière, comme vous n'avez pas fait la démarche de réclamer vos relevés, derrière, quand vous allez vous dire, bon, c'est bon, ça me saoule, je vais reprendre mes droits, vous n'avez aucune preuve que vous avez réclamé vos relevés, et du coup, ça vous fait perdre du temps parce que, arrivé à ce point-là où vous décidez de reprendre vos droits, c'est là qu'il faut lancer la démarche de merci de me donner le relevé, et puis s'il répond pas, vous recommencez l'année suivante, et puis là, vous pouvez récupérer vos droits. Donc, Mm. ça peut être fatigant, mais faut pas hésiter quand même à être un chouïa procédurier avec les éditeurs, les éditrices. De toute façon, ça fait partie de la relation professionnelle et ils sont pas censés venir vous pleurer dessus, que c'est pas très gentil de votre part, hein. Mm. C'est pas très Mais professionnel de toute façon tout, s'ils font ça, tout hein, à mais fait, Crazy, oui, c'est vrai que c'est chiant d'envoyer et de payer un accusé réception, mais voilà, ça fait partie de la procédure. Et oui, la procédure c'est chiant, mais en même temps, c'est ce qui protège les deux parties. Voilà, malheureusement, ça fonctionne comme ça, quoi. c'est Mais ça. après, il y a des tas de clauses, voilà, mais effectivement, par rapport à ce que tu disais, Alex, moi je sais que j'ai plusieurs contrats qui disent que si le livre n'est plus exploité
pendant, je sais plus si c'est 2 ou 3 ans, j'ai plus exactement en mémoire, puis ça dépend des contrats, l'éditeur perd les droits du livre et ça revient à l'auteur. Ça, c'est marqué sur pas mal de mes contrats. Donc, s'il faut, c'est marqué sur, sur d'autres contrats, je ne sais pas, les vôtres. Voilà. Alors ça dépend des éditeurs, mais avant de Mm. faire jouer ces clauses-là, faut vraiment se couvrir parce que ça peut être un peu compliqué derrière. Ça peut. Faut être sûr, effectivement, faut avoir des preuves qu'on a réclamé, qu'on a réclamé, etc. Et puis alors Alors s'il y a une, les clauses d'exploitation continue, c'est toujours un peu complexe sur les éditeurs qui vont jouer sur le prêt de demande ou qui vont essayer de considérer que mettre la version numérique du livre à disposition, ça compte comme de l'exploitation continue. Donc exactement. ça peut devenir de plus en plus complexe de Oui. prouver. Ou alors tout simplement quand on a une maison d'édition qui n'honore plus les commandes sur sa boutique en ligne, ben nous, il faut qu'il y ait des lecteurs et lectrices qui viennent nous voir en disant j'ai commandé ton livre sur la boutique, je ne l'ai pas reçu. Et puis garder soigneusement ce genre d'informations pour pouvoir mettre Mm. dans votre petit courrier officiel à l'éditeur en disant vous n'honorez pas les commandes de mon livre, donc vous êtes en faillite de la clause d'exploitation continue du livre, donc je reprends mes droits parce que vous ne faites pas votre travail d'éditeur. Mais il faut les avoir, ces informations. Oui, non, mais voilà, Oui. j'ai pas dit que c'était simple. Hein. Ouh là là, j'ai pas dit que c'était simple, Non. mais effectivement, cette clause est là. Cette clause est là, et elle peut être plus ou moins vicieuse, parce qu'effectivement, parfois, elle inclut l'exploitation numérique, et effectivement, quand on est sur l'exploitation numérique, comme tu disais, c'est extrêmement difficile aussi d'avoir une trace de ce qui se fait ou de ce qui se fait pas. De ce qui se vend pas. Est-ce que c'est sur le site ou est-ce que c'est vendu d'une autre manière? C'est pas forcément évident. Surtout quand il y a des livres audio et tout ça aussi. Donc Ouais. voilà. C'est censé Complexe. être des contrats à part en fait. Hein. Moi je sais que Pour l'audio, pour ouais. les baleines Et célestes, numérique, ouais. pour les baleines célestes, du coup l'éditrice m'avait rendu les droits. Donc elle avait les droits papier, pub, et elle m'a dit par contre le contrat du livre audio c'est un contrat à part. Donc le livre audio continue normalement. Et puis en fait il s'avérait que l'éditeur du livre audio faisait pas bien les relevés, faisait un peu n'importe quoi. Donc en fait, elle a rompu le contrat avec l'éditeur du livre audio aussi parce que c'était la croix et la bannière pour toucher le moindre droit. Donc elle s'est battue avec lui pour toucher ce qu'il lui devait, puis elle a mis fin au contrat. Donc tout a pris fin. Mais le livre audio aurait pu continuer à exister indépendamment de l'existence d'un livre papier et d'un EPUB. C'est un Oui, parce que peu. c'est le contrat exploitation audiovisuelle qui est effectivement Ouais. depuis, je sais plus depuis quand, peut-être une vingtaine d'années, c'est de toute façon obligatoirement un contrat séparé, ce qui n'était pas le cas avant, et qui normalement même ne devrait pas être signé en même temps, ce qui, par exemple, en bande dessinée est rarement le cas. En général, ils font signer tout d'un bloc, ce qui est un petit peu limite. Oui, je suis tout à fait Mais d'accord. ces deux contrats séparés, c'est délibéré. Oui, en plus, c'est pas du tout la même gestion de droit. Donc c'est Mm. vrai que c'est super chiant si c'est sur le même contrat parce que et c'est vrai, Alix, c'est pas faux ce que tu dis. Il faudrait faire des études de droit pour comprendre quelque chose. C'est aussi pour ça qu'il y a des associations qui sont là pour aider les auteurs parce qu'effectivement voilà. La ligue a un service juridique qu'on peut contacter via internet pour prendre rendez-vous, et même si vous n'êtes pas adhérent à la ligue, sachez-le. Voilà, donc je vous le dis, hein, comme ça en passant. Si jamais vous comprenez rien à votre contrat ou que vous comprenez rien à votre relevé de droit d'auteur, vous pouvez les contacter pour qu'ils vous aident. Voilà, mais oui, c'est compliqué, un contrat c'est compliqué de toute façon. Donc Oui, voilà. on n'a pas besoin d'être tout seul avec tout ça, hein, demander de l'aide, mais c'est pour ça que c'est important de ne pas rester dans son coin et de s'adresser aux associations d'auteurs, aux communiqués ou même juste aux autres auteurs, autrices de la maison qui peut-être eux ont un peu mieux compris le contrat ou peut-être qu'en mettant vos cerveaux fatigués ensemble, vous arriverez à faire sens de votre contrat. Hein. Ça arrive, ça c'est ce qu'on fait. Hein. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les auteurs et les autrices Oui, d'ActuSF pendant la liquidation et tout à fait. je doute pas qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices des moutons qui sont en communication en ce moment aussi sur la situation parce que ça ne serait-ce que pour partager Le même fardeau. émotionnellement la Oui. charge de la période qui est pas très cool, ne serait-ce que pour se soutenir émotionnellement les uns les autres, ça peut être bien de se trouver aussi
quand on partage la situation, parce que c'est une période très particulière. Donc, beaucoup de compassion aux gens des moutons, en tout cas, parce que on a moyen qui fait l'expérience l'an dernier, donc côté ActuSF, donc on sait que c'est pas très fun. Mais Bah oui, oui, moi j'en on connais arrive de l'autre plusieurs. côté. Voilà quoi, c'est. Après, bon, il y en a certains, ils m'ont dit, ouais, mais de toute façon, ça fait des années que c'est la tristitude, ça fait un moment qu'on s'attend à prendre le mur de face. Donc voilà, certains d'entre eux étaient très. Enfin, ils m'ont dit, ouais, bon, Oui, bah pas de surprise, et c'est puis peut-être, voilà, mais bon, c'est quand même. peut-être un peu moins surprenant de la part des moutons que d'ActuSF, parce que c'est vrai que, Actuellement, je l'ai pas vu arriver, sachant moi. les moutons, ça faisait un moment qu'on entendait parler que c'était compliqué, ils ont changé plusieurs fois de diffuseur, voilà, en public, ils se plaignaient de certaines difficultés. Et donc, si on avait été du genre à prendre des paris sur quelle maison d'édition des indés était la plus en difficulté financière et la plus susceptible de basculer en cas du truc de trop, c'est vrai que moi à l'époque, j'aurais pas parié sur ActuSF, j'aurais plus parié sur les moutons, mais sachant que c'était compliqué en fait. Je pense qu'ActuSF, on était un peu moins au courant, mais je pense que les Oui, situations après, financières on d'ActuSF était un devaient peu pas moins être au beaucoup plus courant. saines que celles des moutons, hein. Les gens qui étaient plus en backstage étaient au courant. Déjà parce que bon, bah, vraisemblablement, ils ont partagé certaines difficultés de diffusion. Donc voilà. Ah, ça n'a pas aidé. Et puis, je pense que les gens qui étaient plus en contact avec eux IRL, ce qui n'était pas du tout mon cas, devaient être plus au courant. Que ça allait Oui, pas puis ouf. il y a eu leur crowdfunding aussi, donc on s'y attendait, hein, on leur souhaitait que ça marche, mais tout le monde s'y attendait, hein. C'était un peu moins surprenant. Mais Mais c'est pas parce les qu'on s'attend à la chute. crowdfunding, Ouais, ouais, les excuse. crowdfunding, on sentait que c'était de la fuite en avant. Mais effectivement, Oui, effectivement, les problèmes de distribution, les problèmes de. Attends, quitte pas. Quittez pas. Mais je pense que les problèmes de distribution, on en a parlé beaucoup, enfin on les a découverts je pense à ce moment-là, parce Ouais, que quelque part, est-ce que ça n'a pas été aussi un moment où il y a eu un peu une discussion autour de ça, quoi, autour des problèmes de 16h30. distribution. je pense qu'ils aident pas, mais ils peuvent pas prendre 100% du blâme. Voilà, parce que Ah mais le ça Covid a jamais. été compliqué pour beaucoup de maisons d'édition. Ouais, Les problèmes, les diffuseurs distributeurs sont capables de faire couler des maisons d'édition. C'est ni les premières ni les dernières à tomber parce que notamment les finances sont compliquées aux distributeurs diffuseurs, mais il y en a d'autres qui survivent. Le problème, c'est que il y a tellement de choses trappes, je pense, dans l'industrie qu'il faut que la gestion soit très très propre et que les finances soient très très propres pour pouvoir accuser les mauvais coups. Mais Et quand ça la commence à être compliqué, les distribution, mauvais oui. coups, ouais. La distribution, ça a été très 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 compliqué. Moi, sur l'ancien distributeur, j'avais des billes à plusieurs niveaux parce que je travaillais aussi comme traducteur pour des gens du groupe auquel appartenait le distributeur. Et à un moment, ils ont eu des problèmes, un problème d'attaque informatique qui a compliqué tout. Juste derrière, ils ont absorbé un concurrent plus petit. Ils ont très mal dimensionné l'outil de travail et ça a posé des problèmes de personnel, et c'est le moment où, à un moment, ils ne pouvaient plus servir les librairies à Noël, où il y avait eu des Mm. scandales parce qu'ils voulaient servir les bouquins par trois. Et donc, quand il y avait une commande d'un bouquin pour un client, ah oui, les libraires étaient obligés de commander trois au lieu exact. d'un, ce qui était une absurdité complète. Et derrière, si j'ai bien compris, ils ont déployé un nouveau logiciel de compta pour essayer d'éponger tout ça, et ils ont planté la diffusion du truc. Et comme c'était le logiciel pour tout le groupe, il y a eu 5-6 mois où j'étais plus payé des traductions que je faisais pour le groupe. Oh, Donc il y a un moment, moi à mon petit niveau, j'avais en permanence 8 à 9 000 balles dehors parce que C'est énorme, hein. je bossais sans être payé. Donc quand ça s'est rattrapé, ça s'est rattrapé. Mais sur le moment, c'était un peu. Et ça m'a tendu. coûté assez cher à d'autres niveaux parce que du coup, j'étais obligé de prendre d'autres boulots ailleurs Mais oui, et de jongler avec tout ça, mais oui. avec une perte de qualité aussi qui s'est remarquée fatalement. Mais c'est évident. C'est évident, je suis désolée, mais t'es mis sous pression à ce moment-là parce que toi, ben, t'as ton planning de boulot que tu fais.
Et puis à un moment donné, ce boulot-là, il est plus payé. Mais toi, tu t'es organisé pour que ça remplisse ton planning. Mais à un moment donné, tu te dis, bah oui, mais faut que je bouffe quand même à la fin. Bah du coup, tu es obligé de prendre autre chose, de le rajouter par-dessus tout ça, et t'as plus du tout le même temps à allouer au projet, quoi. Donc t'es dans le rush pour tout. Oui. Et ça a été là 6 mois absolument infernaux. Et derrière, bah oui, sur donc ce distributeur-là, il y a eu des bouquins, et ça je le sais, sur les moutons et sur ActuSF, et il me semble qu'il y a eu des problèmes similaires pour d'autres éditeurs concernés comme Léa et Mnemos, mais là j'ai pas d'infos précises. Il y a des cartons qui ont disparu, par exemple. Oh putain. Il y avait sur certains titres, on était à des trucs, on ne savait pas si ça s'était vendu, si ça a été pilonné par erreur, ou Oh non. le truc était, si effectivement le carton était quelque part en train de prendre la poussière. Mm, Ça mm. m'a Oui, planté au oui. moins un bouquin. Ah ouais, Oh moi là là. j'ai eu des relevés avec des chiffres qui étaient chelous. Et j'avais demandé à l'éditeur qui m'a dit bah, je pense que ça a dû être parti au pilon. Moi j'ai les chiffres que le diffuseur distributeur me donne. Et du coup, ça fait des centaines, 100, 200 exemplaires qui ont disparu. Et tu sais pas, peut-être ils ont été pilonnés, peut-être le diffuseur distributeur il les a jamais payés. T'en sais rien. Juste, Oh là toi t'as ton là. relevé et tu fais attends, il y a un Ah trou de ben, 200 exemplaires là, c'est quoi ce bordel? Je dis bah, je bah sais moi pas. c'était un ordre de grandeur au-dessus. Oh Ah là ouais, bah, là. ça m'étonne. Oh là là, non, ça c'est. Donc, et si ça se trouve, une partie de ce chiffre a été vendue, en fait, mais personne n'en sait rien parce que la compta n'a pas été capable de le gérer à un moment. On ne sait pas. Je crois, tu Ah vois. oui, non, mais c'est sûr qu'ils ont foutu la merde, hein. Ça, y a pas de débat, Mm. hein. Puis il y a un moment où il y a quand même une certaine couche du milieu qui, euh, qui veut oublier que l'auteur, il est en bout de chaîne et il a plus rien pour bouffer, quoi. J'ai- On est tout le temps les oubliés dans cette affaire. Je vous jure qu'il y a vraiment des moments où ça me tape sur les nerfs. Mais alors ça, c'est un truc, c'est pas que nous. En fait, le producteur primaire dans le système actuel, c'est la dernière roue du carrosse, que ce soit le Ouais. cultivateur de petits pois ou l'écrivain. Le truc, c'est la personne qui gagne le mieux, c'est toujours le distributeur. Que ce soit des vélos, des petits pois ou n'importe quoi d'autre, c'est le distributeur qui se taille la part du lion. Et c'est vrai aussi pour le pétrole ou les diamants, hein. C'est une règle du système capitaliste. Ah oui, ils se gavent, hein. Ils se gavent. Je suis désolée, hein, mais ça, j'arrive pas à le comprendre. Enfin, je veux dire, je le comprends, mais je ne le conçois pas. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'un mec qui bouge des cartons, il touche plus sur un livre que nous, sans qui ça n'existerait pas. Et pas parce qu'il a le réseau. Et que là, on est alors là dans une perspective absolument marxiste, hein, c'est la main qui est sur le robinet qui a le pouvoir. Et le plus gros robinet, c'est celui du distributeur. Parce que le distributeur, il gère 10, 20, 100, 150 éditeurs. Et donc, si lui décide de rouler dans les brancards, il fout tout le monde dans la merde derrière. Un éditeur en tout seul a pas barre sur peut pas, et un gros éditeur peut, mais un petit éditeur a absolument pas barre sur le distributeur. C'était vrai dans la presse aussi, hein, la chute des NMPP Prestalis vient du fait qu'il y avait les petits éditeurs étaient enfin, abondaient beaucoup à la compta du truc et se faisaient plumer derrière. Et quand un moment ce système a planté, ça a tout entraîné derrière. Ouais. Ah, D'où le, dé- ça d'où me fout en le, l'air, moi, ça. le- d'où l'état de la presse dans ce pays actuellement d'ailleurs. Mm. Non, mais c'est fou. C'est fou qu'un acteur comme celui-là, qui, au final, hein, enfin, si tu regardes le, le- le livre, si tu réfléchis à ce qu'est un livre, euh, l'action de le distribuer est une action mineure. Je parle pas sur le plan commercial, hein, où là c'est une action majeure, mais sur le fait qu'un livre
soit créé. Voilà quoi. Ah, ça Ouais, demande pas une c'est compétence très élevée, oui, c'est sûr. c'est le fondement du capitalisme, hein. Mm. C'est celui qui a les outils qui maîtrise et qui a le pouvoir, hein. Voilà, c'est la répartition de la valeur, elle se fait en fonction effectivement de la logique commerciale et pas en fonction de la logique de la proportion du travail et de l'importance du travail, hein, parce que si on était logique, bon, bah, sans les auteurs, il n'y a pas de bouquin, mais Ouais. on est les dernières du roue du carrosse quand même, hein. Je te dirais que sans les auteurs, il n'y a pas de bouquin, sans les coloristes, il n'y a pas de couleur, et pour autant, en tant que coloriste, tout le monde, personne n'a rien à foutre de ta gueule, quoi. Enfin non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en réalité, les lecteurs, c'est des gentils gens qui s'y intéressent. Contrairement à ce que pensent les éditeurs, d'ailleurs. C'est ça qui est terrible. C'est que même les Ah, ça éditeurs, dépend des éditeurs, hein. ça dépend des éditeurs, mais c'est assez rare, quoi. Honnêtement, je suis rarement tombée sur Mm. des éditeurs qui en avaient quelque chose à foutre du coloriste. Clairement, les coloristes, c'est très rare de les trouver dans des salons. Euh, Très souvent, les éditeurs pensent que les coloristes, tout le monde s'en fout. C'est pas vrai, mais c'est comme ça. Donc, pour en avoir fait très souvent l'expérience, puisque je suis coloriste, voilà. Bon, même et quand j'ai été en salon, on fait face aussi. Il y a un mépris de caste. Parce que quand tu discutes avec des dessinateurs, heureusement pas tous, heureusement, mais quand tu discutes avec des dessinateurs en salon de la BD, et que tu dis que tu es coloriste, de suite on te le dit, hein, c'est-à-dire que c'est même pas un truc un peu caché ou quoi, on te dit que c'est parce que tu sais pas dessiner. On te Oui. le dit, c'est Bah, même pas. on le disait aussi, on le disait aussi sur les scénaristes à une époque. Le scénariste est un romancier frustré ou un dessinateur frustré. Ça, Oh là là. je l'ai Ouais. entendu un nombre incalculable de fois. Moins Ce maintenant, ceci mépris, dit. Mais c'est un truc de fou. à une époque, c'était absolument partout qu'il y avait ce discours-là. Oui. Je veux dire, on fait face aux mêmes difficultés, et pour autant, ça, il y a moyen de se diviser encore et de créer des. C'est ça, oui, des castes, quoi. Et de dire, ah oui, non, mais toi, tu vaux moins que moi. Et... mais qu'est-ce que vous faites, enfin? C'est assez Mais fascinant, quoi. tu fais de la traduction aussi, et tu sais Oui, à quel point le traducteur est mal considéré. Le traducteur, 90% des gens voient pas son travail. Sur les 10% qui restent, 90% ne le voient que quand il se plante. Donc oui. avant que les gens se rendent compte qu'il y a une bonne traduction, tu fais le calcul, c'est un peu compliqué. Et pour te faire une bonne réputation dans ce milieu-là, ça peut être assez long. Mm. Ouais, ouais. Ça, c'est. Bah oui, oui, c'est comme ça. Bon, bref, revenons. Pardon, nous avons digressé. Nous avons digressé. Mais pour ce qui est je crois que vous y avez fait tous les deux référence, hein, mais je sais plus qui de vous deux en a parlé. Mais par rapport au projet futur, j'y ai pensé par rapport à ce que tu disais, par rapport à Elodie, par rapport à la suite de Cuit à Point, il y a aussi ce problème-là, c'est que, que deviennent les auteurs qui avaient des projets qui étaient signés ou sur le point de lettre, ben, ça c'est cramé, mais tous les projets qui sont signés au moment, tu vois, au moment de l'annonce, t'es dans cette expectative totale aussi. Parce qu'après, Mm. Oui, parce que les contrats sont existant. nuls et non avenus, et puis il n'y a aucune certitude que le repreneur sera intéressé par ces contrats-là, parce qu'au Ouais. final, autant si le repreneur il veut un catalogue pour relancer la maison, c'est intéressant qu'il garde les bouquins qui sont déjà publiés, mais peut-être que le repreneur il n'est pas forcément intéressé par les bouquins qui sont signés et qui s'apprêtent à sortir. Donc oui, c'est une situation à la con. Enfin, voilà, Parce que et bon, je sais qu'il y en c'est des avait. gens qui repartent avec leur petit manuscrit sous le coude, oui, 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 j'en connais, qui repartent avec leur manuscrit sous le coude et puis qui retournent en soumission éditoriale, qui kiffent retourner en soumission Ah, éditoriale, ça, alors que c'est ça s'apprête à être signé et affreux. publié, mais qui repartent dans le...
chercher éditrices à leurs pieds, sachant qu'on a quand même un milieu qui est un peu système, un peu en mode. Alors, il y a des maisons d'édition qui ont des catalogues, qui ont des lignes édito qui peuvent parfois se recouvrir un peu, mais on a quand même un système un peu de niche écologique dans Ouais. l'imaginaire où chaque maison trouve un peu sa spécialité, son catalogue, ses appétences en termes de bouquins. Et autant il y a des bouquins qui pourraient trouver plusieurs maisons d'édition et qui ça match, autant des fois il y a des projets qui sont vraiment très adaptés à telle maison d'édition, telle maison d'édition. Et quand les maisons d'édition en question, elles se cassent la gueule, ça veut aussi dire que cette niche écologique-là, elle a disparu, quoi. Et les auteurs, les autrices qui ont des bouquins qui l'auraient super. Bon, ActuSF, ils sont encore vivants, mais après, pour l'instant, on était dans l'expectative de voir comment la ligne édito va évoluer, si elle va continuer dans Ouais. une direction ou l'autre. Parce que forcément les équipes qui étaient chez ActuSF n'y sont plus. Oui. Donc la direction que potentiellement elle donnait un petit peu à la ligne édito, elle va partir. Donc Elle va on ne changer. sait pas dans quelle direction C'est ça ça. va repartir maintenant que c'est Jean Vincent et une nouvelle équipe qui repart. Donc des personnes qui se voyaient bien dans la ligne éditoriale qui est en train d'être construite par les équipes d'ActuSF, peut-être qu'ils se retrouvent plus dans la ligne éditoriale qui repart maintenant que c'est Jérôme Vincent qui reprend la main sur la ligne éditoriale. Et pareil, les gens qui se voyaient très bien dans la ligne édito des moutons, peut-être que leur bouquin, ils ne trouvent pas forcément Preneur ailleurs, autant quoi. ligne édito qui leur correspond chez d'autres C'est maisons ça. d'édition actuelles. Alors après, ça c'est une approche un peu naturaliste de ma part, hein, et aussi parce que je suis pas trop vieille encore, mais je traîne sur Internet autour du milieu depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 20 ans que le milieu évolué. On en a vu d'autres. Alors, des aussi grosses que les moutons et qu'ActuSF, c'est pas tous les 4 matins, mais on en a vu d'autres, des maisons d'édition fermées ou Mm. mourir Oui. d'une mort plus ou moins belle. Et on en a vu plein se créer. Et moi, je m'inquiète pas excessivement dans le sens où s'il y a la place, il y aura d'autres nouvelles maisons d'édition qui vont arriver et qui vont prendre la place et qui vont investir ces niches écologiques. Mais dans l'intervalle, on a cette espèce d'appel d'air où les auteurs, les autrices, pareil, Valrus, ils avaient une ligne édito, on en a parlé plus tôt, ils avaient une ligne édito extrêmement spécifique. Oui. Ouais. Moi, j'ai une pensée, alors moi, il me l'avait refusé mon pulp, donc c'était déjà réglé, mais moi, si je m'étais retrouvée avec mon pulp que j'avais écrit exprès pour Valrus et que la maison, elle fermait sous mon nez, j'aurais un peu fait la gueule. Un peu beaucoup. Genre un peu Ah oui. déjà j'ai tiré la gueule quand ils me l'ont refusé en me disant c'est pas assez pulp à notre goût alors que je l'avais écrit exprès pour eux. Mais bon, ça c'est autre chose, ça à la limite c'est pas grave, on s'est planté, on colle pas dans la ligne édito qu'on le pensait, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive. Mais quand t'as un bouquin qui est très spécifique et qui colle vraiment à la ligne édito d'une maison en particulier avec qui t'as super envie de bosser, quand les maisons d'édition elles se cassent la gueule, t'es là avec ton manuscrit et tu fais je fais quoi maintenant? Mais oui, Tu fais ça parce que le temps que la niche se recrée avec peut-être un autre éditeur, il peut se passer du temps, mais tout beaucoup de à fait. temps même parfois. Mais c'est ce que je te disais, moi, le truc que j'ai chez ActuSF, c'est le gang des Lolita contre la sirène vampire. S'il te plaît, où Oui, je c'est mets pulp ça. aussi, ouais. Ah oui, oui, c'est du pulp, c'est du slasher pulp. Euh, où je mets ça. Enfin, je veux dire. Et c'est une novella, Aïe. s'il te plaît. C'est une novella. Donc le format est pété, le sujet est pété, le titre est pété. Qu'est-ce que Il y a, il y a- je il y a fais? une dynamique, il y a une dynamique qui est en train de se créer autour de la novella. Il y a une mode qui est en train de se créer Apparemment, autour de la ça commence à novella. monter, ouais. Donc ça va peut-être revenir un peu plus. Après la niche, s'il y a un lectorat, la niche, elle finira par être recréée aussi, hein. Peut-être pas par un éditeur aussi gros qu'ActuF. Ça, par contre, effectivement, la niche, elle est là. Après, est-ce que elle va être remplie par un éditeur avec la même ampleur ou pas? Ça aussi, c'est une question, hein, qui se pose, hein, forcément, parce que voilà, entre un éditeur qui est capable de tirer mon bouquin à 2000, 3000 exemplaires et un éditeur qui va me proposer royalement 300, Ouais. bon, moi, en tant qu'autrice, bon, je pense qu'on en est tous au même objectif. On sait, hein, qu'on n'aura pas la gloire, l'argent et au pied en folie, mais l'objectif, c'est quand même d'être lu Bah oui. et tant qu'à faire par le plus de lecteuristes possible. Oui. J'ose espérer que tout le monde a cette même ambition d'être lu et apprécié par beaucoup de lecteurs-lectrices. Donc forcément, quand tu es auteur, tu es autrice, même si des fois tu as des projets, enfin moi j'ai des bouquins qui sont très très niches, je sais qu'ils sont très très niches et qu'il y a un lectorat pour eux mais qui n'est pas forcément très étendu. Et je suis très ok et très à l'aise avec les maisons d'édition chez qui ils sont parus, qui ont cette approche très niche et petit tirage.
Même si c'est sûr que je préférerais que les bouquins ils plaisent à 1000 personnes qu'à 50. Mais bah, s'ils sont là que pour 50 lecteurs, bah, ils sont là que pour 50 lecteurs. Mais c'est aussi ça les opportunités qui se perdent un peu. C'est aussi que ben, les maisons d'édition qui remplacent, ça peut être des maisons d'édition jeunes et qui n'ont pas encore la longe pour faire les 3000 exemplaires que la maison d'édition qui remplace faisait avant de mourir. Ouais, Voilà, moi, c'est exactement mon problème. et oui. Je collais très bien la ligne des moutons. Trouver quelqu'un d'autre qui soit sur ce genre de ligne, c'est un petit peu compliqué. Alors Mm. j'ai une série terminée où on peut éventuellement réfléchir à une intégrale quelque part. Mais sur ma série en cours, ma série de western fantasy en cours, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand en fait cet été, j'avais quasiment terminé le tome 3. Et quand les moutons m'ont dit, là, ça va être compliqué, enfin, les bouquins se vendent pas suffisamment pour qu'on puisse prendre le risque sur un tome 3, et j'étais à 80% d'avoir bouclé le truc. Donc, avant de le replacer ailleurs, celui-là, bah, faut déjà remettre en place la série, parce que bien évidemment, les deux premiers tomes étaient indépendants de l'un de l'autre, mais comme j'avais pris un peu la confiance, mon tome 3 était vraiment dans la dépendance du tome 2, par contre. Ouais. C'est une histoire à part, mais sans le tome 2, il devient un peu, enfin il peut pas exister sous la forme que je lui ai donnée pour l'instant. Ouais, non, ça c'est oui, c'est le problème des séries en cours justement. T'as plus d'éditeurs, mais ta série elle est pas finie, et du coup, comment est-ce que tu négocies avec un nouvel éditeur pour caser non seulement bah, des bouquins qui ont déjà été édités avant, dans, une ligne éditoriale bien précise, mais en plus lui dire, au fait, c'est une série en cours, il y a un, deux, trois tomes encore à sortir, quoi. Après, si c'est une série en cours, enfin, je pense qu'il y a quand même un chouille plus de choses à proposer si tu as une série en cours que si tu essaies de faire rééditer une série finie. Est-ce que la série finie, elle a une vie éditoriale? C'est pas forcément évident pour le repreneur de voir le potentiel pour une série qui a déjà existé. Donc, si tu peux lui offrir bah, une intégrale ou une suite, ça va être un peu plus appétant. Mais oui, c'est complexe. C'est d'autant plus complexe que on a tous des situations où on récupère les droits sur un bouquin et tout le monde dans le milieu qui est suffisamment installé dans le milieu a déjà eu des discussions avec des éditeurs pour essayer de recaler tel ou tel projet qui avait perdu son éditeur et qu'on aimerait bien quand même le remettre sur les tables parce qu'on pense qu'il n'a pas vécu toute sa vie édito, parce qu'on pense qu'on veut le mettre à jour. Enfin, il y a plein de raisons. Mais là, on parle d'une situation où c'est pas un auteur qui va aller taper à quelques portes d'éditeurs, c'est tous les auteurs de la maison d'édition Ouais, qui vont aller Oui, taper à toutes les portes de tous les éditeurs. Enfin, Alors oui, il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu. Il y a plus de chances que ce soit les auteurs, les autrices qui vendaient beaucoup que les autres. Enfin, moi, sur ActuSF, je me leurrais pas, je m'inquiétais pas pour la capacité d'Estelle Faye à recaser les bouquins qu'elle avait fait avec ActuSF. oui, Par contre, moi, je me doutais que ça risquait d'être compliqué parce que je suis pas assez connue et je vends pas sur mon nom, donc je peux pas pointer en allant voir un éditeur en leur disant bah, je vais vendre des milliers des bouquins rien que sur mon nom. Voilà. Après, les séries, de toute façon, c'est toujours un peu tendu parce que même quand l'éditeur il meurt pas, des fois, il peut juste décider t'en a pas vendu assez et qu'on fera pas le dernier quoi qu'il arrive. Hein. mm, oui. Mais voilà, donc il y a quelques personnes qui recasent hein, des choses, mais voilà, à un moment donné, si on se pointe tous en même temps la bouche en cœur chez les mêmes éditeurs avec tous nos projets, ben, les éditeurs, ils peuvent pas dire oui à tout le monde. Donc, ah bah, c'est déjà Ah, pas par dit chance, qu'ils disent oui à une seule personne, alors t'imagines tout un catalogue. bah, c'est un risque. mais C'est un risque. par chance, moi j'ai deux romans chez Léa, donc c'est facile pour moi de discuter avec eux, mais c'est pas du tout la même ligne éditoriale, donc il y a cette complication-là. Et puis bah là, depuis un an, de toute façon, j'avais des bouquins qui n'étaient pas vraiment taillés pour les moutons, que je fais tourner, mais de toute façon, là en ce moment, la situation est un peu rude pour tout le monde. Il y a des éditeurs avec qui j'ai de très bons rapports, on n'a pas travaillé directement ensemble, mais avec qui j'ai de très bons rapports, qui sont tellement la tête sous l'eau Mm. j'ai un manuscrit, je l'ai passé à un éditeur qui est un ami, dont je sais que ça lui plaira. Et là, ça fait 6-8 mois qu'il l'a sur son bureau et il n'a pas le temps de mettre le nez dedans, tout Mm. simplement. Parce il me confiait, il a même pas le temps de voir les nouveaux manuscrits de ses auteurs qu'il a déjà, y compris des manuscrits pour des séries en cours. Tellement il est en, bon, il a des galères administratives, il a des trucs comme ça.
il n'y arrive plus. Donc c'est bien évidemment, quelle que soit l'amitié qui me porte, mon truc passe après. Ce que je peux très bien comprendre, c'est rageant, frustrant, tout ce qu'on veut, mais je peux même pas en vouloir au gars, quoi, Bien sûr. parce que je vois bien il est en galère. Donc Ouais. ça n'aide pas, clairement pas. Ouais, ça je suis tout à fait Non, la d'accord. De toute façon, situation pour est moi, tendue, ouais. il y a il y a un réel dysfonctionnement du système du milieu éditorial. Enfin, moi, je trouve qu'il fonctionne pas. Le fonctionnement des maisons d'édition fonctionne C'est pas pas. que le milieu éditorial, hein, c'est le capitalisme qui fonctionne pas et qui fonce dans le mur. Hein. Alors oui, Désolée. bon, C'était c'est un l'ami du sujet plus général, capitalisme, mais oui, parce c'est que bon, pas, enfin, mais on a alors, tout un système qui est une gigantesque course en avant, hein, qui est plus ou moins durable selon comment les gens jouent le jeu, mais enfin, ça reste une gigantesque course en avant et à un moment donné, le capitalisme, c'est une pyramide de Ponzi hein, qui part du principe que les ouais, c'est ça. ressources mondiales sont infinies. Mais oui, Alix dit le marché du livre et du roman en particulier n'est-il pas sursaturé? Oui, et ça fait partie du même problème. C'est-à-dire que euh, on va, euh, on va surproduire pour vendre un max parce que voilà, les maisons d'édition elles sont là pour vendre. C'est des C'est la entreprises, course hein. en avant. Voilà, C'est Et elles ont besoin d'occuper le temps. et on a cette course en avant, effectivement. c'est la course en avant parce que du coup, et c'est les éditeurs les plus fragiles financièrement qui ont le plus tendance à le faire parce que ils sortent un bouquin, et ils doivent de l'argent à plein de gens sur ce bouquin qu'ils ont sorti. Mais comme ils ont pas ils ont pas les fonds dans la caisse pour payer les droits d'auteur, pour payer machin, pour payer pour truc, et ben ils en sortent un nouveau en espérant que celui-là, ça sera un best-seller et que celui-là, il paiera toute leur dette. Et ils en sortent un autre, et ils en sortent un autre. Mm. Voilà, Alex parlait tout à l'heure des crowdfunding aussi, que les moutons ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de crowdfunding. Ouais. Parce que ben, quand un crowdfunding finit, c'est des grosses liquidités qui rentrent dans la caisse d'un coup. Mais ça a eu beaucoup de problématiques de faire beaucoup de crowdfunding, notamment ils se sont quand même pas mal coupés des librairies à force de faire des crowdfunding. C'était un vrai problème, hein. Il y a une libraire avec qui j'avais de très bons rapports. Bah, des moutons, elle ne prenait plus que les deux gros auteurs qui vendaient beaucoup parce qu'elle pouvait pas ne pas enfin, elle pouvait pas se permettre de pas les avoir, et elle prenait les miens parce qu'elle m'aimait bien, mais elle boycottait le reste. J'imagine que ça devait pas être la seule dans ce cas-là. C'est celle dont je voyais qu'elle prenait mes bouquins parce qu'elle aimait bien, et enfin les libraires que je connaissais pas, eux, bah, allaient prendre juste les grosses ventes, et puis voilà. Oui, oui, bah, Donc j'ai eu ça l'occasion jouait plutôt à d'échanger tout le aussi. monde. Ouais. J'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de libraires qui étaient très mécontents de cette stratégie des moutons qui faisaient des crowdfunding à l'excès et en tout cas, là, au début, l'assumaient pleinement de shunter les librairies avec. Du coup, c'est un petit peu paradoxal derrière de dire que ben, les librairies ne nous ont pas assez soutenus. Mm. Bah oui. Oui, mais vous leur avez pas particulièrement donné envie de vous soutenir en essayant de les shunter dès que vous aviez l'occasion de les shunter. Donc on est aussi sur des relations, enfin on a des êtres humains quoi, donc les libraires à un moment donné ils voient une situation qui essaie de faire son maximum pour faire rentrer l'argent directement et surtout les éviter à tout prix. Bah les libraires ils se disent bah ok tu veux pas de nous, bah on veut pas de toi non plus en fait gars. Ah Du ben coup ça, ça ça crée crée une pas course en une... avant Oui. parce que les moutons repoussaient d'autant plus sur leur crowdfunding, donc ils sont tombés dans un cercle vicieux, ils en faisaient, ils en faisaient, ils en faisaient, ils en faisaient, et ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher quand tu fais la course en avant, quand tu commences à faire ta course en avant, à moins d'un miracle, la course elle finit toujours dans le mur. Hein. Bah, c'est-à-dire que là, forcément, si tu veux, par rapport au libraire, quand tu te mets dans cette situation-là, tu crées pas la relation de confiance qui aurait besoin d'exister. Et, Mm, mm. voilà quoi, ça c'est un vrai souci parce que j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé encore plus vrai avec des petites maisons d'édition de bande dessinée. Enfin, maintenant plus trop petites, mais quand je les ai connus, ils étaient petits. Et il y a une vraie relation avec les libraires, en tout cas certains libraires, quoi. Et une vraie relation de confiance et un échange et tout. Et certains libraires sont des vrais partenaires qui vont soutenir l'éditeur et le mettre en avant et tout ça. Et je pense il y a vraiment besoin de cette relation-là, quoi. Et si tu la détruis Euh, ou que tu l'ignores, je pense que ça pose de vrais problèmes sur le long terme, quoi. c'est des prescripteurs, hein, les libraires, c'est des prescripteurs et
surtout dans le milieu de l'imaginaire, tu peux pas te couper des prescripteurs. Et c'est vrai que ces dernières années, les moutons, voilà, ils se coupaient un peu des librairies, ils se coupaient de un certain nombre de la communauté de chroniqueurs aussi, parce qu'ils s'accrochaient avec eux sur les réseaux sociaux, donc il y avait de moins en moins de chroniqueurs qui parlaient des moutons. Euh, enfin, ils sont rentrés dans une. Ils se sont coupés petit à petit de tous leurs prescripteurs et je pense que ça n'a pas non plus aidé leur chiffre de vente parce que bah, même s'ils avaient Jaworski qui était une grosse locomotive, même Jaworski, ça finit par ralentir à force. Parce qu'il y a les lecteurs, les lectrices aussi qui ont commencé un petit peu à se lasser des rééditions de Jaworski. Donc là, une course en avant, une grosse course en avant et c'est très dommage parce qu'ils avaient une belle ligne éditoriale, ils avaient des super bouquins, ils avaient des très belles propositions et Je puis pense que voilà. c'est plus un problème. Il y a eu aussi, j'imagine, des problèmes humains, mais ça, de toute façon, je pense que c'est le cas dans toutes les maisons d'édition. Ah oui, Mais là, il y c'est a eu très des humain le milieu, hein. choix. Il y a eu des choix qui ont été faits parce que, voilà, il y a eu des, il y a eu essentiellement des problèmes humains, quoi. Je pense que les clashs avec les libraires ou les clashs avec les chroniqueurs, c'est des problèmes humains, quoi, et qui auraient pas dû, pas dû avoir lieu parce que probablement que ben, c'est comme toutes les maisons d'édition, comme c'est compliqué, que ça marche pas bien, ben, on peut pas se permettre d'avoir un community manager ou quelqu'un qui s'occupe que de la communication sur les réseaux. Et du coup, c'est quelqu'un qui a un autre boulot à côté et qui n'a pas forcément ni le tact, ni le temps, ni la patience pour gérer des trucs comme ça. Et il y a un moment où ça se passe pas bien, quoi. Hélas. Oh, bah, c'est une activité à part entière, la communication, hein. C'est, c'est, là où c'est dommage, c'est que c'est quand même une grosse partie du boulot des éditeurs quand même de communiquer autour des bouquins qu'ils font et de communiquer proprement et de les Mm. mettre en avant, ces bouquins, parce que c'est pas tout de trouver des bons auteurs, des bons textes, de les publier et de les mettre sur les étagères. Faut parler, faut faire parler de ces bouquins, il faut en parler. Mm. Donc forcément, quand on se fâche avec les prescripteurs ou avec les personnes qui peuvent être importantes, c'est vrai que c'est un milieu, c'est humain. On est tous humains, on a tous des bisbis. Ça peut arriver, on se fâche avec une personne, enfin ça arrive, hein, c'est pas. euh, à un moment donné, il faut une personne. Faut pas trop accumuler les fâcheries en fait. Parce qu'après, ça commence à faire beaucoup et ça fait beaucoup de portes qui se ferment et beaucoup d'outils de communication qui disparaissent et de prescriptions aussi qui partent avec. Donc, et, enfin, moi, je sais que j'ai remarqué que les derniers titres des moutons, ces derniers temps, on en entendait de moins en moins parler des sorties des moutons. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, si tu veux, quand un éditeur va potentiellement commencer à avoir une mauvaise image auprès de certaines personnes, et ben ces personnes-là, elles vont plus s'occuper de ce que fait cet éditeur. Et enfin, voilà. Et d'une certaine manière, ben, qui en paye le prix? C'est les auteurs. Les auteurs qui, eux, n'ont rien fait, n'ont rien demandé, ils font leur taf d'auteur et leur livre empathie parce que du coup, il va être potentiellement ignoré par un certain pourcentage de la population qui dit ah oui, mais moi, cet éditeur, voilà, je l'aime plus ou je sais pas quoi, ou je suis fâchée, machin, donc je vais pas regarder ce qu'il fait. Et voilà quoi. Mm, C'est mm, mm. c'est dommage, encore une fois, pour les auteurs. Merde à la fin, Oui, parce quoi. que oui, c'est les auteurs dont les bouquins sont moins mis en avant, moins vendus, qui trinquent à l'arrivée, quoi. Donc, moi, j'ai vu des titres merveilleux chez les moutons qui n'ont pas eu l'exposition qu'ils auraient dû avoir. Donc, Oui, parce je trouve ça très, qu'effectivement, très dommage. c'est vrai ce que tu dis aussi, on en a pas forcément parlé, mais il y a clairement, il y a clairement ce star system qui, qui existe hein, malgré nous, je veux dire, et qui fait que ben il y a un ranking de valeurs dans le catalogue quoi. T'as les auteurs bankable, c'est comme les acteurs. T'as les auteurs bankable et t'as ceux, bon bah voilà, écoute, si t'as sorti un bouquin, écoute, t'es mignon mais on sait pas qui t'es. Euh, et puis bah encore une fois, euh, la, la maison d'édition c'est une entreprise, elle est là pour vendre. Et forcément, ben, si ta maison elle ferme et que tu te retrouves ben, sans rien, potentiellement, si t'es
si t'es l'acteur de tête, si t'es la star bankable, t'auras beaucoup plus de chances de trouver un repreneur plutôt que si t'es le figurant dans un épisode que voilà dans le fond en flou sous un pont, voilà. Oui, J'ai puis l'impression d'être DiCaprio dans Il était une fois à Hollywood, là. Écoute, j'espère je que pense, tu te sens extrêmement flatté. je pense- je pense que les auteurs, les autrices les plus bankable, ils ont même pas besoin d'aller les voir, les éditeurs, hein, pour recaser leurs bouquins. Je pense qu'il y en a, on vient les voir, c'est les éditeurs qui viennent les voir en Bien disant sûr. Il y a ta maison d'édition qui est en train de couler. Dis donc, tu voudrais pas venir avec moi? Le racolage, tu sais. Ah oui, j'arrive plus à resituer si c'était pour ActuSF ou si c'est plus récent pour les moutons, mais j'ai eu des échos d'auteurs, d'autrices qui effectivement ont été sollicités avant même que, avant même que la liquidation soit officiellement déclarée. Donc oui, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein, clairement, en termes d'exposition et d'opportunités qui s'ouvrent à nous après derrière aussi pour recaser nos bouquins, hein. Mais après, Moi, je malheureusement, fais pas. commercialement, c'est l'évidence. C'est-à-dire Mm, mm, que, mm. voilà, si t'es bankable, fin de l'histoire. Y a pas, ça se discute même pas, quoi. Après, c'est comme partout, hein, on a un système de on prête corrige. Exactement. On a des systèmes, je l'ai vu dans plusieurs de mes maisons d'édition, cette impression tenace et un peu frustrante que ben, le taf, le temps et l'énergie des éditeurs, il est plus dépensé à pousser les bouquins qui marchent déjà bien qu'à essayer de pousser ceux qui marchent bien pour essayer de les amener, les refaire vendre plus. Ce qui m'en paraît pas logique. Je dis, le bouquin, il marche bien tout seul. C'est pas lui qui a besoin de soutien de communication. C'est peut-être le bouquin qui a un peu plus de mal à trouver son public qui a besoin de soutien. Mais il y a une dynamique qui revient régulièrement où c'est plus les bouquins qui marchent déjà bien qu'on pousse parce que comme ils marchent bien avec le lectorat, si on les pousse plus, ils vont encore mieux marcher. Et puis, comme ils ont un accueil positif, ben, ça vaut le coup de les pousser encore plus parce qu'on sait que les chroniques elles vont revenir positives et on sait que les retours, les avis, ben, oui, mais du coup, bah, on prête corrige et on ne promeut Mm. on promeut essentiellement les auteurs, les autrices qui marchent déjà bien. Oui, mais Ce qui est après, un ça peu. demande aux gens d'avoir de l'éthique. Ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est même pas une question d'éthique, moi, à titre Ou personnel, en je tout trouve cas, que c'est une question de logique. une démarche volontaire. De la même façon que quand t'es à l'école, moi, je sais que quand j'étais gamine, on m'a dit si vous êtes bon en maths, c'est pas les maths que vous avez besoin de réviser, c'est la matière où vous êtes nul. Bah là, c'est pareil. Si un auteur il vend bien, c'est peut-être pas lui qui a besoin qu'on pousse, c'est l'auteur qui galère un peu plus à trouver son public et on a besoin de le soutenir, d'aider avec la communication à trouver le lectorat. Et comme ça, au lieu d'avoir un bouquin qui marche super giga bien et un bouquin qui tank, bah peut-être qu'on a un bouquin qui marche giga bien et un bouquin qui marche. Ouais, mais encore une Et à la fin, je fois, suis sûre que le calcul il serait meilleur, hein, mais oui, mais est-ce que ça, Et je c'est préfère après, le pas je vais me quand il faire marche l'avocat super du vite. diable. Est-ce que ça, c'est pas un problème plutôt Je... de fonctionnement chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de passer du temps et de la com sur d'autres livres dont tu vois, sur lesquels ils auraient besoin effectivement de travailler. Et malheureusement, pour eux, c'est pas possible. Ils ont peut-être pas le temps ou les finances de le faire, alors qu'effectivement, si tu veux pousser un bouquin qui fonctionne déjà, c'est plus facile, c'est fait plus rapidement et avec moins de débauche de moyens. Je sais pas si Mais c'est ce que tu je vais voulais me dire, faire Alex, l'avocat hein, du mais diable. vas-y. Mais il y a une des raisons aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'effets de seuil à ce niveau-là. Un bouquin qui marche bien, le faire passer certains seuils, ça veut dire qu'il aura beaucoup plus de presse, y compris auprès du grand public. Hmm. Et dans un marché de niche comme le nôtre, c'est absolument pas anodin. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur la bande dessinée. En fait, il y a un moment où quand on a un auteur qui marche bien, bah, on va imprimer, on va faire un tirage beaucoup plus important que pour les auteurs, on va dire, de base. Donc il faut être sûr de rentabiliser ce tirage et il faut Hmm. communiquer pour pas que Parce que j'ai vu des maisons, enfin plus dans la BD, mais des maisons qui, pour s'être loupées sur ce genre de marche, pour avoir mal dimensionné le tirage d'auteurs très bankable, ont eu d'énormes soucis. Hmm. Parce que avec des chiffres à 125 000 ventes, bon, j'ai un exemple précis en tête, avec des chiffres à 125 000 ventes, normalement c'est un succès fracassant. Si on a imprimé le triple et qu'on a vendu que 125 000, Ouais, c'est un problème. Ouais. là c'est un désastre pour proportion biblique. Ouais. Et donc là, moi j'ai vu des boîtes quasiment passer à deux doigts de la faillite à cause d'aventures dans le genre. Ouais. Ouais, est-ce qu'ils n'ont pas été assez conservateurs sur le tirage et Mm. derrière, faut rattraper, faut rattraper.
Oui, Oui, on en c'est revient au comme dit problème de Crézy, gestion, effectivement, c'est Crézy. Oui. c'est une question de gestion, hein, de faire un tirage dimensionné correctement, effectivement. Mais c'est pas une science exacte, ça, c'est le problème, c'est tout le problème. Et Mm. sur une boîte, dans le cas que j'avais en tête, sur une boîte un peu vacillante déjà, bah, on tente un coup éditorial pour se refaire, et là, ça passe ou ça casse. Parfois, Ouais, ça passe très bien, et puis quand ça se parfois ça passe casse, quoi. mal, là, c'est la spirale. Ouais, 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 ouais. Parce que, effectivement, si tu veux, Crazy, le manque de compétences, il y a des moments où ça doit être le cas, mais je pense qu'il y a des moments où ça ne l'est pas forcément, parce que on sait tous que prédire le succès d'un livre, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que même pour des gens qui sont dans le domaine depuis longtemps, euh, c'est pas évident d'être sûr à 100% de savoir combien d'exemplaires il faut sortir pour tel ou tel truc, parce que on se dit bon ben voilà, on va en vendre tant, on va en vendre tant. Je pense que c'est pas toujours évident de, de caler ça, quoi. Enfin, à mon avis. C'est pas qu'une Non, question non, de ça c'est sûr, compétence. il n'y a pas de. Ça demande de comprendre. Je pense qu'effectivement, Et c'est à ça le l'inverse, boulot de l'éditeur, c'est de On en comprendre son revient milieu, aussi mais. sur l'exemple qu'Alex tu donnais en BD, on en revient aussi sur le côté course en avant où ils étaient en difficulté financière et ils ont continué leur course en avant en espérant que ça allait marcher. Et puis comme ça n'a pas marché, C'est bah, ça, en faisant coup de poker sur coup de ils sont poker, quoi. tombés. Voilà. Et on le sait, le poker et tous les jeux d'argent, c'est pas des garanties de vie, c'est pas des garanties de gain en fait. Donc Non. on n'est pas assez prudent et conservateur avec ce genre de choses. ouais, mais à l'inverse, des tirages trop conservateurs, et ça, le cas se voit assez régulièrement, un tirage trop conservateur, et puis on a un succès surprise sur un bouquin, le temps de s'en apercevoir Mm. et de réimprimer, le bouquin peut être indispo pendant 2-3 mois, Ça peut casser les et ventes, hein. ça peut tuer l'exploitation du bouquin si on n'y prend Ouais, pas garde. tout à fait. Ça peut être aussi dommageable dans un cas comme dans l'autre, quoi. Ça, c'est pas du tout évident, parce que, ben, effectivement, quand tu t'aperçois que ça marche bien et que tu vas en vendre plein, c'est pas du tout évident de pouvoir réagir à temps pour réimprimer, par exemple, quoi. C'est pas du tout évident. Moi, j'avais eu le cas d'un bouquin où on était sur un petit tirage, et en fait, le bouquin était assez vite épuisé, et comme l'éditeur avait d'autres difficultés, il a fallu se mettre en cheville avec le distributeur pour être sûr que les retours ne partent pas au pilon. Parce que le Ah ouais. distributeur n'en avait plus, et on a fait tourner un stock au fur et à mesure que ça revenait, de remettre en vente, de remettre en disponibilité les trucs qui rentraient, en faisant un tri le plus serré possible s'il y avait des défraîchis, des dégagés, Mm. et tout le reste être remis en stock. Ce qui, chez des petits distributeurs, c'est jouable à mettre en place parce on n'est pas sur des gros volumes, mais vous pouvez imaginer que Hachette ne fonctionne pas comme ça. Hachette, un Non. retour, c'est un pilon. Ah oui, oui, non, mais. Oui, alors ça c'est encore une autre discussion d'écologie, hein, ça allait. Ah, mais ça, la fuite en avant, elle est là aussi. C'est-à-dire que Mhm. passé un certain volume, les distributeurs ont juste pas le personnel pour trier les retours. Oui, non, mais encore une fois, là, tu vois, on est sur ce que je disais, sur le dysfonctionnement de la structure même du milieu de l'édition. Pour moi, les maisons d'édition, il y a un réel dysfonctionnement structurel. Déjà parce que de toute façon, ben, s'il fallait bien payer tout le monde, effectivement, ben voilà, on peut pas avoir tout le personnel dont on aurait besoin. Ils n'ont pas les moyens. C'est pas possible. Donc ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Parce que du coup, Ça voudrait dire aussi, c'est le truc, le prix du bouquin, si on était payé à l'heure, si j'étais payé à l'heure au SMIC pour faire un bouquin, soit le bouquin devrait être 15 fois plus cher, soit faudrait en vendre 10 fois plus. C'est pas non plus, enfin, ça se décrète pas. Non, 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 mais tout C'est-à-dire à que fait. si avec les ventes que j'ai, le prix des bouquins était dimensionné pour que je sois rémunéré correctement, c'est bien simple, je n'en vendrai plus un seul. Donc c'est un autre, enfin Ah oui, non, mais je on est pensais. sur ce genre d'abac Oui, absolument infernal, quoi. tout à fait. Mais là, je pense, je me limitais à penser
aux employés des maisons d'édition. Tu vois, je me Oui, limitais à ça. Je ne me limitais qu'à ça. Parce qu'effectivement, j'entends ce que tu dis. Ça, le fonctionnement de l'employé ne peut pas se reporter sur celui de l'auteur. Ça fonctionne pas, on le sait très bien. mm, Voilà. Mais euh, le fonctionnement au sein de la maison d'édition, pour moi, il y a un problème fondamental. Ça ne fonctionne pas, puisque on le voit bien, ils voudraient pouvoir faire des trucs qu'ils peuvent jamais les faire. Ils n'ont pas le temps de lire les trucs. C'est les stagiaires qui font la moitié des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Il y a un problème. Il y en a vraiment un. Donc, euh, on devrait effectivement pas être surpris quand une maison d'édition ferme, dans la mesure où c'est la jungle, ce milieu-là, même pour eux. C'est la jungle pour nous, mais c'est la jungle pour eux, quoi. Parce qu'effectivement, il faut qu'ils fassent 4 ou 5 métiers chacun. Parce que c'est compliqué. Mm, mm. Donc voilà, et là, pareil, c'est toujours le problème des marchés de niche comme le nôtre. Bah, dans un marché de niche, aucune boîte, à part peut-être Brajlon, aucune boîte n'a pas a les reins assez solides pour avoir des postes définis comme ça, quoi. mm, Bah, 80% des maisons d'édition, c'est trois ouais, bonhommes dans une arrière-cuisine quasiment. ouais, tout à fait. Dans un garage. Mm. Oui, bah oui, Non, non, Crazy, c'est pas une raison pour nous traiter comme des chiens, mais tous les éditeurs nous traitent pas comme des chiens, heureusement. Je veux dire, sinon on n'irait pas travailler avec eux. Moi, j'ai pas, j'ai jamais été mal traité par ActuSF, sinon déjà j'aurais pas accepté de retravailler avec eux, hein, faut quand même être clair. Euh, Être édité, ça me fait plaisir, mais c'est avant tout une aventure humaine, et si humainement je suis pas en phase, c'est un non radical et définitif. Donc voilà. Et je pense que les auteurs qui sont maltraités par des éditeurs ne retournent pas chez ces éditeurs. Enfin bon, voilà, je ne sais pas quelles sont vos expériences personnelles à vous, mais bon, quand voilà, ça fonctionne pas avec quelqu'un, vous y retournez pas, quoi. Enfin, il me semble. Euh, Non, en Moi, effet. j'ai toujours été très bien traité par les moutons. Et les problèmes que j'ai pu avoir avec des éditeurs, c'était plutôt des gros. Oui, Avec les grosses maisons, là, le risque d'être maltraité est ouais, beaucoup plus important. ouais, je Dans confirme. les petites maisons, bah, il y a un facteur humain qui entre, alors pour le meilleur et pour le pire, mais il y a un facteur humain Mm. qui entre en ligne de compte. Ce qui fait que moi, depuis 10 ans, je travaillais quasi que pour des petites maisons, ou alors c'était sur des commandes et sur des choses où je ne mettais pas d'affect. J'ai fait 6 tomes d'Histoire de France en BD pour Hachette. Bah, le groupe Hachette, je sais exactement à quoi m'en tenir depuis très longtemps avec eux. J'avais mis en place un certain nombre de sas de décompression pour pas être exposé aux problèmes d'un groupe de cette taille-là. Euh, Quand je bosse avec les moutons, avec les éditions La Cafetière, avec les éditions 21G, avec des maisons comme ça, bien évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes paramètres humains non plus, Mm. quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Bon, dites, je vous coupe un peu, mais là, ça va faire un moment qu'on discute, ça fait un peu plus d'1 heure et demie, et je pense qu'on va, voilà, on va s'arrêter là, sinon il va faire nuit bientôt, et moi, j'ai les chats qui On vont va venir partager gueuler, nos qu'ils ont souvenirs faim. d'anciens combattants. Hein? On va passer en mode ancien combattant à raconter nos vieux souvenirs de guerre. Exactement, c'est ça, exactement. Mais voilà, potentiellement, avant qu'on s'arrête, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire et qu'on n'a pas abordé, ou voilà, qu'on n'a pas dit? Non, Bah, de toute Elodie? façon, moi, pour tous les gens qui sont concernés par ce genre d'avatar, dans le monde de l'édition, de toute façon, ça arrive, enfin, un auteur à qui ça n'arrive pas, auquel ça n'arrive jamais, a beaucoup de chance. Donc Mm, faut toujours se donner les moyens de rebondir derrière, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir des contacts, enfin, parler à tout le monde mm, et pour être en mesure de rebondir. Ça, c'est mm. absolument fondamental. Oui, bon conseil. Bon conseil, en effet. Elodie, peut-être un mot, il y a des choses que tu voulais dire? Euh, non, non, juste rappeler ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes concerné par une maison d'édition qui ferme, restez pas tout seul dans votre coin.
voilà, échanger avec les autres auteurs, autrices de la maison pour vous échanger les informations, échanger aussi avec vos syndicats pour avoir le Oui. soutien et les informations légales qui peuvent vous être utiles, regarder vos contrats, voilà, euh, et ne vous fiez pas forcément toujours à ce que peuvent vous dire les éditeurs, parce que des fois ils se trompent, hein, Oui. ils ont pas la science infuse, donc ils peuvent vous dire des conneries juste parce qu'ils se trompent, Ou parce qu'ils n'ont pas les ou bonnes parce que infos, ça parce que les ça a, arrive aussi dans ces ou cas-là. parce qu'ils n'ont pas les bonnes infos, ou parfois ça peut aussi les arranger de vous dire les mauvaises choses aussi, hein, pour eux. Voilà, donc c'est pas forcément, c'est pas un duel, c'est pas un conflit, hein, que vous avez avec vos éditeurs dans les maisons qui ferment, mais vos intérêts peuvent être potentiellement divergents de ceux de votre Mm. éditeur dans cette situation qui est un peu complexe. Donc voilà, renseignez-vous auprès des associations d'auteurs, d'autrices, et de vos camarades auteurs, autrices, Mm. et ne vous arrêtez pas aux informations que vous donnent vos éditeurs. De toute façon, c'est valable pour absolument tout quand on fait valoir ses droits, hein. C'est pareil dans l'entreprise. C'est bien de poser des questions au service ressources humaines, mais des fois, ils ne vous répondent pas exactement dans votre meilleur intérêt à vous. Donc c'est bien d'attirer ces informations de sources neutres qui n'ont absolument aucun conflit d'intérêt à vous répondre correctement ou non. Mm. Donc allez chercher les infos là où il faut, et voilà. N'hésitez pas à être un peu procédurier, ne serait-ce que parce qu'après, quand il y a un liquidateur, vous avez besoin d'être procédurier. Donc soyez procédurier, tracez les choses, et faites au mieux pour vous-même. Les éditeurs, ils font au mieux pour eux-mêmes aussi, donc c'est logique et naturel que vous fassiez au mieux pour vous-même. Oui, puis c'est pas de la méchanceté de votre part, hein, c'est juste, voilà, vous, ben, c'est votre boulot et vous avez besoin que les choses elles soient carrées, vous avez besoin de savoir où vous allez et tout ça, donc c'est professionnel, Faut hein, tout protéger simplement. c'est ça, faut protéger ses intérêts, et moi, c'est une expression que j'aime beaucoup, hein, on se met pas en feu pour tenir chaud aux autres. Donc on sacrifie pas ses intérêts personnels pour faire plaisir à la personne en face, hein. Donc protégez vos intérêts. Voilà, vous n'avez pas besoin de façon de rentrer en conflit ou de vous disputer, hein. Voilà, dire les choses proprement, et si la personne en face de vous est professionnelle, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est ce qu'on espère tout le temps d'ailleurs. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment d'être venu parler de ces sujets un peu touchy et puis surtout ben, pour Alex qui est en plein dedans en ce moment, j'espère que tu vas arriver à rebondir de façon, disons, suffisamment satisfaisante pour toi. Parce qu'il y a ça Bah, on aussi. essaye. Ouais, bah ouais, je me doute bien. Et puis, ben écoute, voilà, courage. euh, Courage à toi et à tous les autres dans Merci. ce moment très frustrant, très pénible, qui potentiellement peut encore durer un peu. Donc j'espère que ce sera vite mis derrière vous, tous et toutes. Euh, Oui, et il que faut s'armer de patience. Par contre, ça prend du temps, en oui, liquidation Oui, judiciaire, c'est quoi long. qu'il arrive. Donc, il faut être patient, ça prend des mois. Voilà, donc il faut être patient et puis c'est pas toujours facile quoi. Donc voilà, bon courage à vous tous. Et puis bah, écoutez, allez goûter, ça ne pourra que vous donner du baume au cœur et à l'estomac. Et d'ici là, et ben écoutez, voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous fais des câlins et à une prochaine. Des bisous. Au à revoir. à bientôt. Merci.